Salade tomate oignon, l'émission qui découpe l'actu. Présentée par Camille Abderrahmane. Les amis, bonsoir. Ouais. Bonsoir et bienvenue. Toi, t'es chaud, toi, ça y est. Mais moi, je suis archi chaud. Ah, t'as envie. Mais moi, j'ai envie, là, ça y est, c'est bon. C'est parti. T'es en pleine forme. Allez, le point route, c'est parti. Bon, les amis, bonsoir. On se retrouve pour une nouvelle édition de Salade tomate oignon. Et ce soir, on va parler d'un sujet qui fait l'actu en ce moment. On va parler de laïcité et de voile. Avant de rentrer dans le sujet, on va présenter rapidement les intervenants qui seront là ce soir. Alors, vous connaissez Lola qui a été présentée la semaine dernière avec brio par Guitou. Comment vont tes parents d'ailleurs? On a Guitou qui est là et puis Lola qui nous fera une chronique justement sur la laïcité très rapidement. Et je vais passer à nos invités parce qu'on en a 3 ce soir. Alors, on a Marc-Antoine Ponel. Marc-Antoine Ponel, t'es responsable des jeunes du Front National de Génération Nation, c'est l'organe jeune du Rassemblement National. Du Rassemblement National, excuse-moi. Et bonsoir à tous. Île-de-France, voilà, Marc-Antoine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous dire un peu ton rôle au sein du parti? Il s'agit en fait de diriger l'organe jeune, donc en Île-de-France, organiser des formations, des actions militantes également, et aussi superviser un peu les recrutements et faire des actions un peu punchy parfois aussi. C'est-à-dire, c'est quoi une action punchy? Parle bien dans ton micro s'il te plaît, Marc. On en a eu plein, je sais pas, par exemple des banderoles pour dénoncer c'est punchy ça, un fait, des banderoles où il y avait écrit quoi? Des distributions de tracts aussi devant les facs contre les blocages des facs, etc. Enfin, il y avait écrit quoi sur ces banderoles par exemple? Nous on veut savoir ce qu'il y a écrit dessus. Je me souviens on adore les phrases du Rassemblement National. J'en doute pas. Et vous avez raison d'ailleurs. Il manque plus que vous votiez pour nous. Je pense que je sais plus. Il y en avait sur les 80 km/h par exemple. Ok, d'accord. Il y en a toutes sortes quoi. Et donc ça, c'est un rapport avec le blocage des facs ou Non, c'est pas d'accord. Ok, non, parce que il a parlé de plein de différents combats que mène. Pour montrer la diversité des sujets. C'est divers. Alors juste à ma droite, on a Garen Schnorokian. J'espère que j'ai pas écorché ton prénom. Donc, tu es consultant en politique et collaborateur dans le magazine L'Incorrect. Alors, tout le monde connaît le magazine L'Incorrect? Tout le monde? Oui. Moi personnellement, non. Alors, si je dis que c'est un magazine, c'est un magazine qui se présente rassemblateur, c'est-à-dire pour rassembler les droites, mais il se présente aussi comme un magazine conservateur, identitaire. Oui. Oui, d'accord. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce magazine? Alors, c'est pas le magazine d'un parti politique, c'est un magazine indépendant de jeunes qui veulent faire passer leurs idées, leurs valeurs politiques, qui sont de droite. Ouais. C'est vraiment le magazine par excellence de l'Union des droites. Il est aussi présenté comme l'organe des partisans de Marion Maréchal. On sait que les principaux... Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. mais c'est vrai, mais on peut croiser des gens. Moi, je me suis un petit peu documenté, et à le dernier anniversaire, on croisait des républicains en train de discuter avec des frontistes, des anciens lepénistes, des anciens partisans de Ménard. C'est le principe de l'union des droites. D'accord. C'est en fait tout le monde doit discuter ensemble. Ça va de quelle droite? Parce que je sais que par exemple le magazine lui-même et la rédaction a dit que pour eux, Édouard Philippe était un mec de gauche. Parce qu'il l'est pas. Je sais, il se présente comme ni de droite ni de gauche. Oui, quand on dit ça souvent c'est que c'est de gauche. D'accord. Ok, d'accord. Merci Garen. Et sur ma gauche, on a Nabil Boudi. Donc lui, il est vraiment à gauche, du coup. Il est là. C'est un avocat. C'est Maître Nabil Boudi. Alors, vous êtes avocat au barreau tu es, parce que ici on se tutoie. Je suis désolé, Nabil. Donc, tu es avocat au barreau de Paris. Et c'est incroyable, mais t'es le premier avocat à avoir obtenu l'autorisation de pénétrer dans le camp des prisonniers djihadistes de Rojava. Tu me dis si je dis des bêtises, qui est un territoire tenu par les Kurdes en Syrie. Donc tu es l'avocat de 7 djihadistes français condamnés à mort en Irak. Je crois qu'ils ne sont pas les 7. Ils sont pas les 7 condamnés à mort, c'est ça? S'ils le sont. Ouais, les 7. D'accord. Donc l'État français fait tout pour qu'il soit jugé sur place en Irak, mais tu rappelles que la France est signataire du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et ce texte dit que tout pays signataire s'interdit de transférer des suspects vers un pays où s'applique la peine de mort.
Et c'est avec ce principe-là que tu mènes ce combat et que tu fais tout pour que ces ressortissants français qui sont partis en Syrie ou en Irak rejoindre l'État islamique se fassent juger ici en France. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est t'en es où ? Enfin, on en est où dans l'instruction ? Et est-ce que tu as pu rencontrer ces présumés djihadistes, même si on s'écarte un petit peu du sujet, hein, laïcité, voile, voilà, ça ne veut pas forcément dire djihadisme. Ça reste intéressant, mais vu que, bien sûr, en tout cas moi, vu que tu es là, j'aimerais te poser quelques questions par rapport à ça, parce que c'est quand même incroyable, quoi. Bon, déjà, il faudrait rappeler que la France a aboli la peine de mort il y a à peu près 40 ans. Et la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que l'État français vient de rétablir la peine de mort. Pourquoi je dis ça ? Puisque c'est la France qui a organisé le transfert de ressortissants français qui étaient détenus dans le Kurdistan syrien vers l'Irak, pays dans lequel on pratique la torture et où la peine de mort est prononcée systématiquement lorsqu'un individu rejoint une organisation terroriste. Ça, c'est le principe. Vous avez très bien rappelé les textes sur lesquels on est en train de s'appuyer. On a engagé des actions en responsabilité. On considère que la France est responsable de cette situation-là. Elle n'avait pas à les transférer. C'est illégal. La France n'extrade pas ses ressortissants dans un pays où l'on condamne à la peine de mort. D'ailleurs, même l'association des victimes d'attentats en France, ils sont d'accord avec vous pour dire qu'ils ne veulent pas la peine de mort pour ces gens-là, mais surtout pour qu'on les rapatrie et qu'on comprenne un petit peu. Enfin, on s'est souvent plaint d'avoir exécuté certains terroristes. Là, on les a vivants. C'est sûr que moi, je pense que c'est mieux de les juger et de savoir. Il y a une niche d'information dont on est en train de se passer avec ces transferts. Le parquet antiterroriste, le juge d'instruction antiterroriste, les services de renseignement, une partie du Quai d'Orsay étaient tous favorables à un rapatriement de ces individus. Ils ne sont pas favorables à leur rapatriement pour faire plaisir aux Français. Ils sont dans une approche qui est beaucoup plus pragmatique. Comprendre ce qui s'est passé, quels sont leurs réseaux, quelles étaient leurs intentions, par qui ont-ils été aidés, est-ce qu'il y a d'autres États qui ont été complices des passages à la frontière, etc. Donc on est en train, selon moi, de commettre une erreur en laissant ces ressortissants français là-bas, puisqu'on ne fait que déplacer le problème. La question des départs dans des pays où la mouvance djihadiste est présente va se déplacer sur d'autres territoires. Et l'autre problème aussi que tu as pu relever, c'est qu'il y a même certains de ces ressortissants qui n'ont jamais mis le pied en Irak. Donc pourquoi les juger en Irak ? Là, on risque de rentrer dans un débat qui est un peu plus technique et je ne sais pas s'il intéresse la salle aujourd'hui. Il intéresse. Ils n'ont pas le choix. Je vais essayer de vulgariser mon propos. Ça fait partie du deal qui a été passé entre la France et l'Irak. L'Irak n'était pas compétente pour juger ces ressortissants français qui se trouvaient en Syrie au moment des faits. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Que l'État français a délégué une partie de sa justice en acceptant que des Français soient jugés dans un pays où, au-delà de... On peut avoir un débat sur la peine de mort, etc. Il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a une partie des Français qui est favorable, encore plus quand il s'agit de terrorisme. Moi, j'y suis opposé, littéralement, peu importe les faits qui ont été commis. Mais ces Français n'avaient pas à être transférés en Irak. Oui, et puis ça rappelle la signature du pacte. Juste un dernier mot, vous avez bien fait de rappeler les textes, mais si on ne s'attache pas aux textes et on a une vision qui est purement sécuritaire, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement ? Les Turcs ont envahi une partie de la Syrie. Oui, les Kurdes n'arrivent plus à protéger même leurs prisons. Les Turcs vont avoir la main sur nos ressortissants. Il y a le régime de Bachar al-Assad qui est en train de redescendre, ils sont en train de se repartager le gâteau. Donc ils vont avoir tous ces États-là, qui ne sont pas forcément nos alliés dans cette zone-là, vont avoir la main sur nos ressortissants. Donc ce sera un moyen de pression supplémentaire contre l'État français. Donc c'est tout ce que j'ai dénoncé au départ, et là on est en plein dedans. Merci pour ces quelques précisions. Alors moi j'aimerais juste avoir votre avis. Alors c'est l'avocat des djihadistes, c'est comme ça qu'on le connaît dans la presse, et puis il assume totalement le surnom que la presse a bien voulu lui donner. Au niveau de l'éthique, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est... Parce que c'est la question que tout le monde se pose, hein, on ne va pas faire les hypocrites. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont le droit d'être défendus ?
je vous demande alors on sait qu'au niveau de la loi, ils ont le droit, bien sûr. Si je peux y aller bien sûr, en vas-y, premier, je pense que c'est notre honneur, et c'est pour ça que, en un sens, c'est très bien que tout homme doit pouvoir être défendu. Après, on n'ira pas dans les considérations juridiques. C'est des terroristes, ils ont tué des gens, mais notre honneur de ne pas tomber dans la barbarie qui est la leur, c'est de les défendre. Après, on est d'accord ou pas de la suite des choses, c'est-à-dire que moi, je serais littéralement pour les laisser là où ils sont et qu'ils soient jugés sur place parce qu'ils ont fait le mal sur place. Mais après, voilà, moi, je pense que c'est une bonne chose que tu sois leur avocat. Donc tu es contre le fait qu'ils soient jugés en France, mais tu trouves ça normal? Moi, je trouve ça normal qu'ils aient le droit à une défense et avec un tribunal des plus... Et pourquoi tu estimes qu'ils devraient être jugés là-bas, par exemple? Parce que c'est là-bas que tout s'est joué et que c'est pas... Je pense que ça serait... Enfin, ça ne sert à rien en fait de les ramener. Je pense que nos renseignements généraux ont déjà en fait pris ce qu'il fallait. Je pense que aussi on a des services des plus compétents. Donc c'est à la justice sur place d'agir pour finalement laver l'honneur des populations qui ont été blessées par ces gens. J'aimerais ton avis, Lola, s'il te plaît. Je pense que à la base, je t'aurais dit, je suis pas pour défendre quelqu'un qui a tué des milliers de personnes. Par contre, par rapport à ce que tu as expliqué, effectivement, c'est intéressant. Ça, on ne sait pas, par exemple, qu'ils ont été renvoyés en Irak pour subir la peine de mort. Donc c'est intéressant aussi de les défendre par rapport à ça. Après, comme tu dis, la peine de mort, pour moi, ça sert à rien. C'est plus intelligent de les envoyer ici et de comprendre ce qui s'est passé, enfin tout ce qui s'est tramé derrière ce qu'ils ont fait. Mais si t'es pour qu'ils soient jugés là-bas, t'es pour la peine de mort, hein? Non, je suis pas pour qu'ils soient jugés là-bas. Je suis pour qu'ils aient un avocat, qu'ils soient défendus, pas pour qu'ils soient jugés là-bas. Et toi, Lola? Ben, moi, je pars du principe qu'à la base, ils sont français. Donc, pour moi, ils doivent être jugés en France. Après, pour moi, la peine de mort, je ne sais pas si c'est valable d'aller jusque-là, mais ils doivent être punis, ça c'est sûr. Mais France. Est-ce que l'État ne fait pas, par cette action, une déchéance de nationalité non officielle? Parce que en les laissant tomber, que ce soit qu'ils soient vus comme les pires ressortissants français, il n'y a pas de problème. Ça, chacun a son opinion. Mais en contournant un peu les règles et les pactes qu'ils ont signés, et en les laissant comme ça se faire juger en Irak, est-ce que c'est pas une petite déchéance de nationalité non officielle, quoi? Il faut juste expliquer un truc. Pour moi, ces gens ne sont plus français. Quand ils sont allés là-bas, ils ont prêté allégeance à l'État islamique et on a les vidéos où ils brûlent leur passeport français. Pour moi, ils sont plus français, on n'a plus à s'occuper d'eux. D'accord. Juste peut-être une toute petite précision, puisque on est en train de faire leur procès, là on s'en rend pas compte. Vous avez parlé que ces personnes auraient tué. Oh non. Parce que ça, tu sais que ça touche les gens, Nabil, donc c'est des réactions plus... On parle même plus au conditionnel. Vous avez dit par exemple que ces Français-là ont tué des... En tout cas, ils y sont allés dans l'intention de le faire. Attendez. Sur un sujet aussi important que celui-là, soit on est précis et on arrive avec de la rigueur, sinon on dit, écoutez, moi je sais pas, par principe, donc je ne dis rien. Donc vous les avez accusés d'avoir commis des atrocités. Qu'en savez-vous? Écoutez, vous êtes partie de l'État islamique ou pas? Attendez, alors, faire partie d'une organisation terroriste, et d'ailleurs il y en a pas mal de votre côté aussi qui sont mis en examen. Est-ce qu'on pour le terrorisme, ça m'étonnerait. Alors de quel côté tu parles, Nabil? Quel terrorisme? Là aussi, il faut être précis à un moment donné. Tu parles de quel côté pour que le téléspectateur comprenne? Il faut être précis. D'abord, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous les avez accusés d'homicide volontaire. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur les personnes que vous avez citées? Je n'ai pas de précision à vous apporter. Donc, qu'est-ce qu'on m'a répondu? Ils sont pas allés là-bas pour faire des crêpes. Donc, est-ce que ceux dont on parle aujourd'hui, vous avez des preuves concrètes, puisque nous on les attend toujours, ces preuves, qu'ils n'ont pas fait des crêpes, commis de la barbarie? Est-ce que vous avez des preuves qu'ils n'ont rien commis? Oui, mais là vous êtes en train de... Mais la présomption d'innocence fait que... Il y a un procès actuellement en Irak et à mon avis les juges irakiens, mais c'est pas moi, je suis pas le juge, on n'a pas les dossiers. On sait très bien que quand on s'engage dans l'État islamique, quand on s'engage dans l'État islamique, on n'y va pas ni pour jouer à la belote ni pour faire des crêpes. On y va pour tuer des gens, pour défendre un territoire. C'est une guerre. Ils sont partis en tant que guerriers. Ils ont brûlé leur passeport français. Ils ont fait allégeance à l'État islamique.
islamique. Oui ou non? Pas tous. Ah, pas tous? Pas tous. Bah, qu'est-ce qu'ils faisaient là, Des vacances? Vous voulez qu'on parle des départs? Quand la France a ouvert le robinet en disant oui, on va combattre Bachar al-Assad, allez-y. On a financé. La France a financé le départ de djihadistes français. La France a toléré les départs. C'est pas la même chose. Laurent, ça veut dire quoi? Elle aurait pu les empêcher. Si elle les empêche pas, ça veut dire quoi? En France, en fait, alors qu'elle en a connaissance, les gens de quitter le territoire. Même quand on sait que, demandez à tous ceux dont on vient de retirer le passeport. Gareth, tu sais. S'ils ont retiré le passeport, c'est pour une autre histoire. Ça veut dire qu'il y a une décision judiciaire. D'accord, mais sinon, non, le tu sais, peut retirer sans décision de justice. Tu sais très bien Ce sont des jeunes, j'ai une question, ce sont des jeunes? Écoutez, sur la question de l'appartenance et le fait d'avoir rejoint l'État islamique, si vous voulez qu'on caricature en les faisant passer tous pour des terroristes dangereux qui ont commis les pires atrocités... Non, moi je demande, c'est pour ça, ce sont des jeunes ou pas? Je suis en train de vous répondre. Tous les profils, toutes les nationalités, toutes les religions ont été touchées par ce phénomène. Il est extrêmement sérieux. Moi, je veux pas que dans les prochaines années, ce problème se réitère. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il faut le regarder frontalement. Si on vient caricaturer en disant oui, mais j'ai vu des vidéos, ils ont brûlé leur passeport, etc. Ça veut rien dire ce que vous dites. C'était même la propagande de l'État islamique. C'est eux qui faisaient les vidéos et qui les montraient. Et on les voit tuer. Mais là si tu veux, Nabil parle des 7 ressortissants dont il s'occupe. C'était peut-être les 7 cuisiniers de l'État islamique. Non, mais c'est même pas ça. Alors, ça vous fait marrer. Moi, ça me fait pas rire. Ça me fait pas du tout rire, puisqu'il y en a qui sont en train de croupir dans des prisons et qui risquent d'être exécutés à n'importe quel moment. Sans procès. Vous avez parlé de la justice irakienne. Vous savez ce qui s'est passé pendant les procès ou pas? Ils ont été jugés en 10 minutes. Okay. On les a condamnés à la peine de mort en 10 minutes. Oui, et puis tu rappelais que l'instruction avait duré 4 mois. Et on a délibéré. Alors que normalement, c'est 3 ans pour les juges ont délibéré en 1 minute. Donc il n'y a pas eu de procès. Donc, mais l'État islamique, lui, jugé en moins d'une seconde, avec une balle dans la tête. Moi, écoutez, moi je pars du principe que... des massacres de masse qu'a fait l'État islamique en Irak, en Syrie, en Turquie. Non mais c'est pas. Non mais moi je suis pas en train de défendre l'État islamique. Là je parle de ressortissants français. De plus de procès qu'ont eu leurs victimes. Si faites le procès de Daesh, c'est très bien, et ça n'apportera rien au débat. On peut pas vous répondre au débat puisque on n'est pas dans le dossier. Donc à la limite, donnez-nous les dossiers, on pourra en débattre. Mais là, en fait, on va vite se heurter à une impossibilité. Alors votre position déjà, elle est beaucoup plus intéressante. Donc vous reconnaissez que sur un sujet aussi sensible que celui-là, quand on n'a pas les informations qui sont essentielles, c'est le message que comprendre le phénomène. Si vous voulez, attendez, c'est-à-dire que nous, on fait attention. Alors on fait attention à ce qu'on dit, mais surtout on ne caricature pas. En fait, Nabil, voilà, il représente la loi. Aujourd'hui, il n'est pas là en tant que personne. Il a des clients. C'est un avocat. Comme je l'ai entendu dans plusieurs interviews, il y a un code à respecter. À un moment, on lui a proposé, ou on est venu le chercher pour défendre ces gens-là. Il a accepté. Aujourd'hui, il est là en tant qu'avocat. C'est-à-dire que il est au courant de ce qui s'est passé. Donc, si à un moment, il se permet de défendre quelqu'un, c'est que je pense que dans son affaire, il doit avoir des choses qui vont dans cette direction. Maintenant, comme tu l'as dit, Marc, c'est vrai qu'on ne sait pas. Nous, on n'est pas au courant. Alors, bien sûr qu'on a les retours des journalistes, mais bon, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup sur place. De toute façon, c'est pas le débat de ce soir, même si ces précisions étaient très intéressantes, Maître Boudi. Moi, j'aimerais qu'on rentre dans le thème de la laïcité et du voile. Et on va commencer avec un billet. On va commencer en rigolant un petit peu, enfin j'espère. C'est Guitou qui va nous donner sa définition de la laïcité. C'est à toi, Guitou. Vas-y, mon cher. Ouais, bah putain, tu me refiles la patate chaude. Alors, la tête de moi avec tes invités, Camille, cette semaine, mais personne n'a voulu acheter d'encart publicitaire pour ma chronique. Elle va me cuisiner quoi, ma femme à qui j'ai pas autorisé de bosser, putain, mais j'ai besoin de pognon. Ah si, autant pour moi, il y a un publicitaire qui vient de se manifester. Jingle. PMA, jouez avec vos émotions, jouez avec Christine Boutin, comporte des risques. Alors, cette semaine, on a les Zemmour du pauvre. Ils voulaient être sur CNews, ils vont finir sur Cdiscount. Ça va pas faire un pli. Alors, je vais essayer de pas crier trop fort parce qu'il faudrait pas qu'on pense que c'est un appel à la prière non plus, hein. Bon, maintenant, je vais vous dire la vérité, mais en vrai, putain, mais t'as raison, mon lapin de Garenne et mon Marco, mais on n'est plus chez nous. Mais qu'ils nous foutent la paix avec leur carrière armée sur les cheveux. Mais je vous le dis comme je le pense, ce Odoul, bah c'est un héros. Putain, mais la Bourgogne et la Franche-Comté avaient vraiment besoin de lui. Putain, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête aux élus RN de la région? Mais c'est à cause d'élus comme eux qu'on pense que vous faites dépuceler par des ânes et que vous êtes en train de doiter vos cousins toute votre enfance. Putain, mais vous êtes une région formidable, mais rebellez-vous, bordel. Okay, excusez-moi, pardon. Ah, je m'éloignais, mon Marco, mon gars. Excusez-moi, mais il en faudrait plus des types comme lui. Un gars qui trempe son saucisson dans son vin rouge. Un vrai Français, putain. Il aurait quand même eu tort de pas humilier une mère de famille devant son gosse. Gamin qui, je le rappelle, présente
présentait, on l'apprend à l'instant, des signes de radicalisation. Le 11 septembre dernier, il a prononcé le mot avion à 10h34 et le mot tour à 16h56. Il a refusé de jouer à FIFA 20 et il ne porte pas de jean car il ne boit pas d'alcool. Jean, vin, ils m'ont compris? Il ne regarde pas les amours. Zemmour, Zamour. Vous voyez où je veux en venir? Il aurait dit à un camarade de classe, on se tient au courant. Courant, la frontière est proche, bordel. Et enfin, il aurait utilisé le verbe charrier qui à la troisième personne du singulier au passé simple se conjugue charia. C'est une famille à risque. On est assis sur une poudrière. Ça a quand même plus de gueule que Mélie qui veut pas donner la main à Samantha parce qu'elle venait de lui dire gros caquin boudin. Mais on marche sur la tête, bordel. Mais ils sortent d'où ces peintres? De l'université de Cergy? Putain, mais j'ai honte. Je retournerai bien dans mon pays, mais je suis né à Melun. Melun, la France, la vraie, celle du maréchal, du général par le cinéma. Donc si ça vous gêne pas, je vais rester encore un peu à Paris. Bon alors maintenant, que dit la loi? Je vais pas vous rappeler 1905, la séparation de l'église et l'État. Oui Lola, c'est un peu comme un divorce, mais me casse pas les couilles, putain. Alors, je vais être beaucoup plus pragmatique. Vous allez voir, ça prête vraiment à confusion. Faut pas avoir inventé la machine à tordre des bananes pour comprendre ce que je dis. Donc, je vais vous citer ce que dit le guide de la laïcité publié par l'Éducation nationale. Les parents d'élèves peuvent, lorsqu'ils participent à l'encadrement d'une classe en sortie scolaire, porter un signe ou une tenue par laquelle ils manifestent une appartenance religieuse, sauf si leur comportement ou leur discours traduisent une volonté de propagande ou de prosélytisme. On va pas se tirer les cartes entre gitans. Si t'as pas compris ça, soit tu le fais exprès, soit t'as un sacré trou de balle. Alors, sauf si t'as senti tes doigts toute ta scolarité au fond de la classe, ou que ton grand-père t'a circoncis avec du barbelé, mais ça me semble plutôt clair. Attaquez-vous au véritable terroriste, bordel, à ceux qui tuent, qui avilissent et font naître la haine. Et au passage, rendez-nous l'argent parce que vous parlez du MPS, mais nous on va parler du LRN. Et n'oubliez pas, Internet c'est bien, l'école c'est mieux, et pour le reste, on s'en bat les couilles, bordel. Bravo. Ah, quel fou. Mais tu sais que j'ai l'impression que tu deviens de plus en plus fou, quoi. Ah merde. Ça, c'est incroyable. Oh, je vais boire de la vodka. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on a compris le message que tu voulais passer. Une petite réaction à sa chronique? Il est drôle. C'est vrai. Ça t'a fait rire, Gareth? Bien sûr, c'est vrai. Il n'y a aucun problème. Bon, c'est cool. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est Lola qui va nous présenter une définition, enfin, va nous expliquer un peu ce qu'est la laïcité, le rapport entre la laïcité et le voile. Et vas-y, Lola. Exactement. Donc, on sait que chacun il va de sa définition et de son interprétation en ce qui concerne la laïcité. Nous, pour bien faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait appel à Nicolas Cadenne, qui est rapporteur de l'Observatoire de la laïcité, pour en avoir la définition exacte. Bilal, s'il te plaît, tu peux nous lancer la définition? Donc, pour faire simple, la laïcité, c'est trois choses. C'est la liberté de conscience, c'est celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public. Premier point. C'est ensuite la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Et enfin, c'est l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. La laïcité, c'est ce qui va garantir à tout le monde, que l'on soit croyant ou non croyant ou indifférent, le même droit à pouvoir exprimer ses convictions dès lors qu'on ne trouble pas l'ordre public et dès lors qu'on respecte autrui. Bon, comme vous venez de l'entendre, on peut donc rien interdire au nom de la laïcité puisqu'elle est une garantie de liberté. Moi, je me suis donc penchée un peu sur l'histoire de la laïcité ainsi que sa relation tumultueuse avec le voile. J'en ai fait ressortir 3 dates, dont une plus précisément qui deviendra un fait structurant le débat de la laïcité en France. Pour vous faire un court résumé, en 89, 2 élèves musulmanes sont exclus du collège Gabriel Havès de Creil parce qu'elles refusent d'enlever leur voile en classe. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à Nicolas Cadenne, d'après la définition qu'il vient de nous donner concernant la laïcité, si l'État laïque peut ou sait faire la différence entre un voile et un bonnet, et voilà ce qu'il nous a répondu. Non, l'État effectivement laïque ne se soucie pas de savoir forcément ce qui serait tel ou tel signe religieux. Effectivement, pour autant, il va imposer, comme je l'ai dit, la neutralité à ses agents et à tous ceux qui exercent une mission de service public. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'État laïque, effectivement, n'a pas de jugement à porter sur un quelconque signe religieux ou un voile. Et donc, il n'a pas à donner une interprétation de ce voile. Et en ce sens, il ne pourra pas définir précisément ce que c'est. Certes, ce sera un signe religieux, mais il ne pourra pas en donner une appréciation particulière parce que ça ne l'intéresse pas.
Donc là, vous allez me demander qu'est-ce que sont devenus les élèves. Eh bien, écoutez, le principal du collège, après avoir négocié avec les familles, a réussi à obtenir que le foulard soit retiré pendant les heures de cours. Ensuite, c'est en 2004, sous le gouvernement de Jacques Chirac, qu'une nouvelle loi a été mise en place. La loi, elle dit que, en gros, pour les enfants dans les écoles, collèges et les lycées, attention, c'est seulement dans le public et non dans le privé, ils ne peuvent pas porter de signes ostensibles, tels qu'un voile, une kippa ou encore un énorme t-shirt avec la tête de notre bon vieux Jean-Marie Le Pen. Ça, c'est interdit. Vous m'expliquerez quelle est la religion de Jean-Marie Le Pen. Il n'y a pas de religion. L'humour. Laisse-moi être drôle un peu, j'essaye. Bon, là, j'en ai profité pour demander au rapporteur que j'avais donc sous la main pour lui poser 2 dernières questions. Un peu osées. La première, ça a été, est-ce qu'un élu peut-il ou non porter le voile ? Bien sûr que si. Un élu n'est pas soumis à la neutralité. Un élu est élu de fait sur des convictions politiques, mais il peut mettre en avant des convictions autres, philosophiques ou religieuses. Il n'est pas soumis à la neutralité par définition, puisque quand vous élisez quelqu'un, vous élisez pour une couleur politique, pour un programme, pour des convictions. Donc c'est pas neutre, c'est pas une administration publique. L'élu sera soumis à la neutralité cependant, mais uniquement lorsqu'il exerce directement une mission de service public, justement. Lorsqu'il est dans un rôle équivalent à un rôle de fonctionnaire. Par exemple, lorsqu'un élu officier pour un mariage. Et bien là, il est officier d'état civil. C'est une fonction publique. C'est un service public qui est rendu. Donc dans cette partie-là, dans cette fonction-là, l'élu sera soumis à la neutralité. J'ai voulu donc conclure sur une question un peu piquante à la salade tomate oignon. Et j'ai demandé s'il était possible qu'un président de la République porte le voile un jour. Bilal, tu peux nous envoyer Non, parce que là... Non, parce que là, un président, ce n'est pas qu'un élu, ça représente une administration publique. Ça représente l'administration de l'État tout entier, l'administration centrale de l'État. Et donc, ça ne représente pas qu'un personnage politique. Ça représente au-delà de ce personnage politique, la République, enfin l'administration de la République. Et donc, en effet, ça doit être neutre dans cette fonction. Bon, n'en déplaise aux ultra-libéraux tels que Morano ou encore Zemmour, mais les mamans, même voilées, bien que ça déplaise à certains, ont le droit d'accompagner leurs enfants en sortie. Donc voilà, vos affirmations, ce sont que des fake news. Ultra-libéraux pour Zemmour, c'est pas... Non, c'est un conservateur, Zemmour, mais bon, c'est pas grave. Très rapidement, moi j'aimerais juste avoir l'avis, parce qu'il y a des gens par exemple comme Morano qui acceptent entre guillemets les lois de la République, mais qui est totalement contre le voile. Il y a eu, on a demandé à Édouard Philippe de remettre la question justement dans l'hémicycle. Il a dit que non, il n'y aurait pas de question de ce voile et des parents accompagnateurs qui le porteraient ou non. J'aimerais connaître la position des jeunes du RN par rapport à la question du voile. Pas plus de 80 km/h. C'est la pancarte, c'est ça. La question du voile, nous, forcément, sur cette question précise des accompagnateurs scolaires, moi, je serais pour qu'on étende justement cette loi de 2004. Bon, alors, on va aller un peu plus loin, c'est à l'université, c'était un combat qui est le mien, et qu'on aille aussi dire à ces accompagnateurs scolaires, pas de signe ostentatoire, et à la limite, on les aligne sur le même régime que les fonctionnaires, parce qu'ils sont collaborateurs du service public. Alors le mot c'est ostensible, c'est pas ostentatoire. Ostensible. Voilà. C'est juste, je me suis fait reprendre par Nicolas Cadenne, donc maintenant je fais le malin, je reprends les gens. Non, c'est bien. Et donc, en tant que collaborateur du service public, je pense qu'on pourrait exiger la même neutralité que le fonctionnaire durant cet espace qui est cette sortie scolaire. Guitou ? Oui. Qu'est-ce que tu penses de la loi de 2004 Parce qu'il faut savoir qu'il y a des petites confusions, par exemple. Donc cette dame avait le droit, on en parlera un petit peu plus tard, elle avait le droit d'être dans ce conseil régional, mais il faut savoir que cette dame n'aurait pas pu être dans l'hémicycle du Sénat, mais elle aurait pu être dans celui de l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai qu'il y a des lois, il y a des maximes qui sont présentes en France, mais il reste ce petit flou juridique, et j'aimerais ton avis là-dessus, Nabil, s'il te plaît, Nabil Boudi. Juste après. Bon, moi, ma position sur toutes ces questions-là qui ont été évoquées, c'est une application extrêmement stricte de la loi. Donc je rejoins la position de l'Observatoire de la laïcité, qui fait un travail remarquable, qui publie assez régulièrement des avis toutes les fois où cette question est posée, notamment dans le cadre du service public à l'école. Il faut quand même recontextualiser un tout petit peu pour comprendre quels sont les enjeux autour du débat qu'il y a aujourd'hui.
Vous avez très bien fait de rappeler la polémique qui avait eu lieu en 1989 à Creil, puisque tout part de là. Postérieurement à ces 2 jeunes filles qui étaient voilées à l'école, la commission Stasi est créée. Je suis obligé de faire un bref rappel historique. Oui, vas-y. Pourquoi Même au Stasi, si tu peux nous dire ce que c'est, on veut bien. Alors, Mario Stasi, c'est un ancien ministre à qui on a demandé de rendre un rapport, notamment pour voir s'il était possible de légiférer ou pas contre des usagers du service public. D'accord. Et c'est la première grande entorse qui va être faite à la laïcité. Et je suis étonné que ce ne soit pas souvent rappelé, mais la loi de 2004 est une entorse à la loi de 1905. Oui. Pourquoi c'est une entorse ? Puisque la loi de 1905 ne fait peser des obligations uniquement à l'égard de l'État. Les usagers du service public ne sont pas visés dans cette loi. Donc juridiquement, elle nous a posé problème cette loi. D'ailleurs, le Conseil d'État, qui a été saisi pour avis avant de légiférer, qu'a-t-il dit ? On ne peut pas légiférer contre le port de signes ostentatoires ou ostensibles à l'école sur le fondement de la loi de 1905. Il faut le rappeler, cet avis du Conseil d'État, puisqu'aujourd'hui, on continue à vouloir étendre le champ d'application de la loi de 1905 et viser d'autres citoyens. Ce que vous dites, c'est que la loi de 2004 est venue un petit peu parasiter les principes qu'on connaissait tous et qui étaient en... Si on veut avoir un minimum d'honnêteté, le débat qui avait été posé par la commission Stasi, c'est il y a trop de visibilité de la part de nos concitoyens musulmans. Il faut qu'on mette un terme à cette visibilité. La décision qui a été prise, c'était de sanctionner. On a dit oui, mais c'est des pauvres jeunes filles qui sont voilées, elles sont peut-être sous la contrainte. C'était le débat, et d'ailleurs il est toujours d'actualité. Et donc, des jeunes filles qui sont sous la contrainte, qu'est-ce qu'on fait au lieu de les protéger, puisqu'elles sont sous la contrainte ? Non, on va les sanctionner. Comment on les sanctionne ? En leur disant vous n'avez plus le droit d'aller à l'école. Et d'ailleurs, on s'est aperçu postérieurement à cette loi, notamment la loi 2010 et tous les débats qu'il y a eu là-dessus, que les femmes qui portaient la loi sous cette les femmes qui portaient ou les jeunes filles qui portaient le voile sous la contrainte étaient quasi inexistantes, puisque même dans les familles, les parents étaient opposés au port du voile de ces jeunes filles. Et donc maintenant, on n'utilise pas cette expression de oui, elles sont sous contrainte, puisque on s'est aperçu, elles ont été auditionnées, il y a eu pas mal de rapports là-dessus, elles le font librement. Donc aujourd'hui, l'argumentaire a changé. Aujourd'hui, c'est oui, mais elles provoquent la République. J'aimerais Tu veux parler, enfin Garen, si tu veux, vas-y. Tu veux reformuler une question ? Non, pas du tout. Peut-être que tu veux répondre à ce que vient de dire Maître Boudi. C'est un sujet très compliqué. Est-ce que les jeunes filles portent le voile de façon volontaire ou non ? Est-ce qu'elles le portent de façon volontaire, mais sous la pression de la communauté, de la pression de la cité ou de la pression des amis ? On ne sait pas. On ne peut pas sonder les cœurs et les reins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit sondage rapidement, justement. Lola, est-ce que tu as des amis qui portent le voile ? Et je vous promets que j'avais pas posé la question. Est-ce que tu connais des gens qui portent le voile ? Des mamans, de mes amis. Est-ce que tu penses, enfin, si tu les connais bien, est-ce que tu penses qu'à un moment, elles ont été obligées de le porter ? Non, pas du tout. C'est un libre choix comme de ne pas en mettre. Ça me dérange pas du tout. Moi, quelqu'un qui est voilé à côté de moi ou quelqu'un qui chauffe, peu importe. C'est libre à... Voilà. Après, je suis contre l'intégrisme. Il y a l'intégrisme de tout. Oui, mais c'est pas... Alors mais le voile où on voit que les yeux... c'est pas le hijab que je dis. Voilà. La burqa, je ne vois pas l'intérêt en fait de mettre la burqa en France. Et c'est interdit surtout. Ouais. Bon. Guitou, rapidement. T'as des amis qui portent le voile et qui... Dans mon cercle d'amis proches, non, j'ai pas d'amis qui portent, mais j'ai par extension, oui, des amis qui portent des amis. Toi, Lola ? Moi, oui, j'ai des amis qui portent le voile et en aucun cas ils sont obligés. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Je te pose la question, Marc-Antoine aussi. Non, eux, ils font de la voile. C'est différent. c'est complètement différent. Tous les étés à Royan, si tu veux. Évidemment. Non, moi j'ai pas d'amis proches qui mettent le voile. J'ai bien sûr eu des rencontres, des connaissances, mais j'ai jamais eu sur Tinder. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est souvent c'est l'excuse qu'utilise, enfin l'excuse ou pas, hein, elle est peut-être vraie, hein, mais c'est souvent la phrase qu'on entend. Oui, mais bon, c'est un asservissement de la femme. Alors on réduit les femmes on réduit toutes les femmes qui portent le voile à être des femmes soumises, parce que souvent le mot-clé qui va revenir, c'est ça, c'est soumission, que ça représente pas la modernité. Le voile est une soumission à Dieu, au moins à ça. Donc oui, le voile est une soumission par nature. Il faut prendre en compte qu'il y a des pays où des femmes se battent pour l'enlever. Ça oui, c'est très grave, ouais. Donc,
c'est vrai que c'est très paradoxal notre situation, puisque nous, il y a des gens qui se battent pour que des femmes puissent le mettre. Et donc, on arrive à psychologiquement, c'est un paradoxe total. Pourquoi on va aller soutenir des gens, des féministes qui vont militer pour enlever ce voile en Iran et soutenir ici des islamistes qui veulent imposer. Alors, je vais te poser, je vais juste lui poser une question, ensuite je te laisse parler, Lola. Est-ce que tu penses. Je parle d'un voile comme ce qu'avait la dame. Oui, bien sûr. Un voile normal. On ne sait même plus comment. Vous savez que avant 89, vous savez que c'était même pas le mot voile qui était utilisé, on utilisait le mot tchador. Donc le mot voile qu'on entend partout, avant c'était le tchador, avant c'était autre chose. Aussi, c'est que dans les pays musulmans, il y a 30-40 ans, personne portait le voile. On est d'accord. Alors, en fait, c'est ça que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi on arrive à. Il y a même une vidéo assez marrante. Alors, je sais plus quel était c'était peut-être Nasser, je sais plus. Enfin, il se moquait carrément des frères musulmans qui voulaient imposer le voile, et on voit la salle rire. J'aimerais juste te poser une question, Marc-Antoine, parce que tu fais le parallèle justement avec ces pays comme l'Iran, etc. Est-ce que tu trouves honnête de faire la comparaison de notre société qui est ultra moderne et où les femmes ont leur liberté d'expression et peuvent justement avoir le choix entre le fait de mettre le voile ou pas, et ces sociétés qui sont presque archaïques que mon problème, c'est on peut pas tu es d'accord? C'est comme si qu'aujourd'hui on comparait le port du voile aujourd'hui et le port du voile en 1700 ou en 1800, parce que on sait qu'en Iran, voilà, c'est pas la démocratie en tout cas. Oui, mais mon problème, c'est justement je n'ai pas envie qu'on retourne vers ça. Donc j'ai envie qu'on reste un pays libre et qu'on puisse faire ce qu'on veut. Alors est-ce que... Donc tu penses qu'un gros qui sort de l'obésité, il faut jamais qu'il remange un Big Mac par exemple? Bah si, il a le droit, mais... alors c'est la même chose pour le voile. Pour moi, il y a une différence entre pratiquer sa religion et l'extrémisme. Il y a un rapport, les gars, regarde. Attends Lola, s'il te plaît. Il y a un rapport tout très simple, c'est que il y a des gens qui peuvent faire une mauvaise utilisation de la bouffe comme du voile. Ça veut pas dire que tout le monde va les suivre et va en faire la même utilisation. C'est quoi l'utilité du voile? Ça après c'est personnel. Ça c'est religieux, oui, c'est ça. C'est religieux et personnel. À McDo, donc oui. On croise. Vous passez votre temps à dire qu'on croise des voiles partout. Et moi je croise des McDo partout aussi, donc je fais la comparaison. Nabil, j'aimerais bien. C'est tout aussi. Juste après Guido. Là, il y a 2 points à mon avis qui sont importants, qui ont été évoqués. À commencer par monsieur quand il a fait le parallèle avec l'Iran. C'est que l'Iran, c'est une société qui est chiite, qui est totalement il y a une scission entre le chiite et le sunnisme. Nous, les musulmans qu'il y a en France et en Europe, sont des sunnites. Donc il faut faire attention au rapprochement qu'on fait avec l'Iran. Et vous avez très bien dit, vous avez dit qu'il y a un paradoxe, puisque là-bas elles se battent pour l'enlever, et ici elles se battent pour le porter. Et pourquoi pas défendre les deux? Est-ce qu'on peut défendre les deux ou pas? Est-ce qu'on peut se dire, là-bas elles sont libres de ne pas le porter, donc on est attaché à la liberté? C'est ce que j'aimerais, ouais. Et est-ce que ici, vous avez dit, on est dans un pays libre, et derrière vous avez dit, oui, mais on va leur restreindre cette liberté de le porter. Est-ce qu'on peut ici soutenir cette liberté? Guitou. Alors justement, je voulais revenir là-dessus, parce qu'en Iran, elles ne se battent pas pour pas le porter, elles se battent pour pouvoir l'enlever, en fait. Il y a une nuance, il y a raison, mais c'est en train d'évoluer. Et si elles veulent pas l'enlever, il se passe quoi? C'est la c'est-à-dire si elles veulent l'enlèvent. Si elles veulent le retirer, il se passe quoi? Elles peuvent... Là, c'est les questions du peuple, les gars. Lola, c'est direct. C'est une infraction. Et elles sont exécutées ou pas? Non, il faut pas. Non, mais c'est une infraction. Avant tôle, quoi. Alors c'est puni par la loi. Et certains veulent, en France aujourd'hui, exactement la même chose. Ils veulent que les femmes qui portent le voile dans la rue soient punies par la loi. Il faut pas avoir. Dans les deux cas, c'est extrême en fait. On est d'accord. En France, les gens qui se battent, c'est dans les lieux publics. Attendez, il y a quasiment personne qui se bat. Alors Marine Le Pen, dans la rue, personne. Vous permettez? Même Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen est favorable. Et alors je suis étonné que vous connaissiez pas son programme, à l'interdiction du voile dans l'espace public. Qu'est-ce que c'est l'espace public? Pour elle, c'était tout ce qui est administration. Non. Entre bâtiment public et espace public, c'est pas la même chose. Donc, dès lors où je quitte ce studio et que je remonte dans la rue, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, si je veux mettre un voile, moi, j'aurais pas le droit de le mettre.
Moi, je suis pas du Rassemblement Alors, national. voilà, on a Marc-Antoine. J'aimerais il faut qu'on ait un que tu débat puisses entre lui répondre. C'est ce qu'elle a dit il y a 2 jours, Merci. mais c'était pas dans le programme de Alors, c'est ce qu'elle a dit il y a 2 jours. Merci. D'accord. Mais Bon, Marine Le Pen, elle est maintenant, maître de après, son à programme. lui demander ce qu'elle définit effectivement comme espace public. Moi, je très clair. Oui, non, mais d'accord. Mais la loi est claire, mais ce qu'a dit Marine Le Pen n'est pas forcément. J'avoue qu'elle est pas très claire parfois. On va revenir juste après, les amis, sur ce sujet un peu plus longtemps. Tout d'abord, j'aimerais qu'on voit la vidéo d'une personne qui s'appelle Éric Zemmour et qui pense que justement voile et laïcité ne vont pas de pair. C'est un petit peu de cette vidéo que toutes les autres sorties qu'on va voir après ont pu arriver. Est-ce que tu peux envoyer l'extrait, s'il te plaît, de Zemmour, Bilal? Merci. Ne croyez pas les optimistes qui vous disent que vous avez tort d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Oui, l'islam, ils disaient l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. Beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam. L'avis rapide d'à peu près tout le monde sur Zemmour qui fait des comparaisons entre le nazisme et l'islam. Garen, je t'en prie. Moi, alors, il y a un truc, je suis un libéral et je suis pour une liberté d'expression totale, à l'américaine, premièrement. Je pense que c'est un polémiste, il va loin, et il a le droit de penser ce qu'il pense. Il y a des millions de gens qui pensent exactement comme lui aujourd'hui en France, et il faut arrêter de vouloir lui interdire la parole. Et c'est ça le gros problème avec Éric Zemmour, c'est même pas tant ses propos que le fait de vouloir l'interdire, de vouloir l'exclure des télés, des radios, des journaux, que des gens fassent des pétitions pour l'interdire, ça va à l'encontre profondément de la liberté d'expression. Merci Garen. Lola, qu'est-ce que tu penses? Tu as vu cette vidéo comme tout le monde, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit? Je trouve je suis d'accord avec toi quand tout le monde a sa liberté d'expression. Après, lui va un peu loin et ça incite un peu à la haine. Enfin voilà, moi c'est ce que je pense. Il a été condamné de toute façon, donc tu peux le penser, c'est un fait d'actualité. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire. Il a été condamné parce qu'on fait des lois liberticides et après on condamne les gens avec ces lois. Donc oui, c'est très facile. Mais vous voulez faire la même chose avec le voile? Pas du tout. C'est quoi la différence? Mais attendez, en quoi c'est une liberté d'expression le voile? C'est une liberté d'expression, c'est une liberté religieuse. Déjà, moi je veux pas interdire le voile. Hein. Voilà. Alors, déjà, premièrement. Ok, bah alors. Et dans les sur les pour toi, le voile ne peut pas être un synonyme de liberté. C'est impossible. Ah non, bien sûr que non, parce que le voile par nature est une soumission. C'est par nature. Mais en fait, tant que t'as la soumission à Dieu. Donc de fait. Alors là, alors attendez. Juste un truc à dire. Attends, 2 secondes. Juste, on parle pas en même temps. Vas-y, Lola. Je pars du principe que en fait, ta femme ou peu importe, moi, je le mettrai pas. Ta femme, c'est pareil. Si elle n'a pas envie de le mettre, elle le met pas. J'espère qu'elle le mettra pas. Mais voilà, mais s'il y a des femmes qui préfèrent le mettre pour elles-mêmes, tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me fait pas mal. Si je vois ça me dérange pas. Est-ce que ça te fait vraiment quelque chose de voir ça? Ça, tu souffres? Enfin, c'est ça que je comprends pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, quelqu'un qui a un turban, qui soit chaud. C'est une vraie question qu'elle est en train de poser. Quelqu'un qui soit chaud. C'est la neutralité, moi, mon problème. C'est quand on se balade avec un voile, c'est pas la même chose que se balader avec une petite main de Fatma ou une croix ou une Magen David autour du cou. Mais c'est regardez, je suis musulman, regardez-moi. Ça veut dire ça exactement. Non, ça c'est là c'est la burqa. Là c'est la burqa. La burqa. Attends, les amis, s'il vous plaît. Qui se balade avec des kippas? 2 secondes, Garen. Il y en a plein. Lola. Oui, moi j'en vois beaucoup avec des kippas. Mes amis ont des kippas. Juste Ils se baladent dans la rue tout Ouais. Les amis, je vais crier là. dans un lieu public. Juste un truc, c'est très bien, je suis content que chacun donne son point de vue là-dessus. Parlez pas les uns sur les autres, en fait ça va servir à rien, personne va comprendre. Donc Lola, qu'est-ce que tu disais? Parce que même moi j'ai pas entendu, qu'est-ce que tu répondais à Garen? Je disais, et l'équipa dans ces cas-là? Tu veux interdire le voile, dans ces cas-là, l'équipa, t'en fais quoi? Il y a plein de gens qui se trimballent dans la rue avec l'équipa. Très peu de gens. Et c'est pas dérangeant d'ailleurs. Et déjà, c'est pas dans les mêmes rues. On en parlait, c'est pas dans la rue, on parlait, c'est l'espace public. Dans l'hémicycle d'un conseil régional, je pense que une kippa n'a pas sa place. On n'a pas à montrer des signes ostentatoires. Après, quand tu dis qu'il y a très peu de gens qui portent la kippa, tu sais aussi. Des zones, non, mais si on veut être honnête, on sait qu'il y a beaucoup plus de musulmans que de juifs. L'accession. Voilà. Non, mais on le sait, c'est des faits. Enfin, même si on. Mais non, parce que les statistiques sont. Oui, les statistiques sont interdites. Mais bon, on peut s'en rendre compte assez facilement en marchant dans la rue. Quoi, vous parlez de quoi? De grands remplacements? Marc-Antoine, j'aimerais s'il te plaît ton avis. Mon avis. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit Zemmour? Je pense qu'il n'est pas assez précis. Je pense qu'il faut dire que l'islamisme radical est une forme de fascisme qu'on peut rapprocher au nazisme, puisque la finalité est la même, c'est-à-dire l'extermination de l'idéologie adverse. Mais voilà,
après, je reste sur cette idée que oui, il faut le laisser s'exprimer, etc. Je partage pas sa globalisation sur l'islam. Le fond de sa pensée. Bon, on va pas rentrer dans la théorie du remplacement, mais il y a quand même un message. Il passe son temps à dire que voilà, on voit beaucoup moins de blancs en France. Utilisons les mots pour ce qu'ils sont. C'est vrai que voilà, il passe son temps à nous expliquer qu'en gros, mais vous êtes content les Français du monde, bordel. Les Français sont en train d'être remplacés par les étrangers, immigrants, africains. Enfin, même si on sait que c'est plus souvent les musulmans. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie, toi, de son idéologie? Le grand remplacement, tel qu'il est théorisé de base, implique que l'État organise donc légalement ce grand remplacement. Je n'y crois pas. Oui, après, bon, là, tu joues sur les mots. On sait ce qu'il veut dire. Je ne pense pas que l'État organise cela. Maintenant, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il y a des quartiers où on n'a pas l'impression que c'est la France qu'on connaît. Maintenant, c'est un choix de société, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte que la France change totalement et que on perde ces repères que nous on a connus, ou est-ce que justement on va lutter contre ce changement culturel? Maître Boudi, une réaction à ce que vient de dire Marc-Antoine et les déclarations de Zemmour. Sur Éric Zemmour, moi je suis totalement d'accord avec vous. Je pense qu'il a le droit de s'exprimer librement partout et je pense qu'il le fait assez bien. Il est toujours chroniqueur sur CNews. Il est toujours dans Paris Première. Il est également d'RTL. Oui, bon, il vient d'arriver chez CNews aussi. Il vient d'arriver chez CNews. Oui. Il vient d'arriver. C'est un grand mot. Il est encore pigiste chez eux. Il est resté 15 ans sur RTL ou 10 ans. Bon, c'est pas le débat. Moi, je considère qu'il a le droit de parler. Juste, il faut lui mettre des contradicteurs en face, puisque Éric Zemmour. Bon, ses propos, qui sont incitants à la haine, etc. J'ai pas de difficulté avec ça. Qui continue à les. Par contre, le problème que j'ai avec Zemmour, c'est la loi. Il passe son temps à mentir. Ah. Il passe son temps à mentir, Éric Zemmour. Et c'est pour ça que je considère qu'il est nécessaire de lui mettre en face des contradicteurs qui lui rappellent quelques vérités. Quand il fait une comparaison, et il est plus lui dans la nuance islamisme. Hein. Il a essentialisé. Lui, mais le problème, c'est l'islam. N'ayons pas peur de le dire. Il stigmatise 6 millions de croyants, 6 millions de concitoyens français, et il considère pour lui que nous sommes tous des potentiels terroristes. C'est ce qu'il dit. Et quand il fait le parallèle entre le fascisme et l'islamisme, c'est très mal connaître l'islamisme et encore moins le fascisme. Sur ce qu'a dit maintenant monsieur dont j'ai oublié le prénom, Marc-Antoine, pardon, sur la théorie du grand remplacement, on parle de certains quartiers dont on ne connaît pas nos repères, etc. Mais vous n'y avez jamais été. Ah si. Attends, ok, vous avez fréquenté peut-être. Ces quartiers existent en France depuis 1960, post-indépendance. C'est la France qui les a organisés. C'est pas les citoyens français qui sont nés dans ces quartiers qui ont demandé à être amenés là-bas. Attendez, laissez-moi terminer. J'ai grandi dans ces quartiers. Nous avions l'école maternelle dans le quartier, l'école primaire dans le quartier, le collège dans le quartier, stade de foot dans le quartier. Vous savez qu'on n'est jamais sorti du quartier. Donc c'est pas maintenant que vous allez nous faire le procès à nous d'un prétendu communautarisme. Je ne fais pas le procès à la population, je fais le procès aux élus qui n'ont pas anticipé assez et qui n'ont pas favorisé la mixité sociale. Dans ces quartiers, etc. On vous a jamais vu dans ces quartiers pendant 40 ans. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, vous venez nous dire pendant 40 ans, j'ai jamais vu. J'ai une solution très simple. Vous voulez qu'on mette fin au communautarisme ? Oui. On prend la moitié des banlieues, on les fait habiter dans la ville, et on prend la moitié des habitants dans la ville, on les fait habiter en banlieue. Oui, mais en fait, c'était le cas avant, en fait. En fait, les banlieues, on n'a pas parqué les Noirs et les Arabes dans les banlieues. Ça, c'est un mensonge totalement. Il y avait des Espagnols, des Portugais, des Arméniens. Je suis moi-même d'origine arménienne, des Polonais et des Maghrébins et des Africains d'Afrique noire. Et bizarrement, au fur et à mesure des années où les migrations africaines arrivaient, les Polonais se sont barrés, les Portugais se sont barrés, les Italiens se sont barrés. Et on vous a pas parqué. Est-ce qu'on peut avoir la définition du bizarrement ? Non, mais qui c'est bizarrement, je sais pas. À chaque fois qu'il y avait une migration, c'est très bien, c'est ce que. C'est pas l'État qui les a parqués là. Attendez. C'est juste que bizarrement, ceux qui étaient d'immigration d'avant, arméniens, parce que c'est même pas européen l'Arménie, ils ont été obligés de fuir les quartiers parce que je sais pas pourquoi ça devenait invivable à chaque fois qu'il y avait une immigration massive africaine. Oui, vas-y, je t'en prie. À cause de l'odeur de la bouffe, non ? Bah, ils étaient pas bons. Juste un petit commentaire. Mais on les a pas parqués. Vous vous appuyez sur quoi ? Là, vous lisez Gulli avec. Là vous venez de nous dire. La France périphérique. Attendez, là vous venez de nous dire
que c'est les derniers immigrés à être arrivés sur le territoire français ont remplacé finalement les premiers arrivés. Non, ils ont fait fuir. Attends, c'est pas ça. Vous appuyez sur quoi? Sur la réalité statistique des immigrés. Laquelle? Non. Sur la France périphérique. Ils ont sur la France périphérique. Moi, je n'ai plus assez d'argent pour aller. Moi, je pense modestement que les premières générations se sont parfaitement intégrées, ont acquis des connaissances, une expérience professionnelle qui leur a permis d'aller vivre en ville. Et c'est, à mon avis, ce que tout le monde souhaite dans ces quartiers, c'est de l'équité. Les amis, le débat est super intéressant. J'aimerais juste qu'on avance justement dans les différents extraits qu'on a pu voir et qui ont un petit peu choqué l'opinion publique. J'aimerais que tu balances, s'il te plaît. On va passer tout de suite à l'extrait de Julien Audoul. Voilà, on va juste revoir ce qui s'est passé et on va continuer notre débat avec tous les intervenants en plateau. Vas-y, mon Juju. Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, au nom de nos principes républicains, au nom de toutes les femmes qui luttent dans le monde pour justement s'extirper de la dictature islamique, je vous demande de bien vouloir demander à cette personne de retirer son voile. C'est la République et c'est la laïcité. Madame a tout le loisir et la liberté de garder son voile en dehors et dans la rue, chez elle, mais pas ici. C'est la loi de la République. C'est la loi de la République. C'est la loi de la République. Pas de signe ostentatoire. Pas de signe ostentatoire. Donc, on a Marc-Antoine avec nous. J'aimerais avoir vu que c'est un confrère du parti du Rassemblement National. Non, mais vous êtes encarté dans le même parti. Oui. Donc, après, tu as le droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais j'aimerais avoir ton ressenti par rapport à cette sortie. Sortie scolaire, pas sur. Je suis sûr que la sortie scolaire était très intéressante. Mais sur la sortie de Julien Audoul, je pense que déjà juridiquement, il a tort. Sur la forme, il a encore plus tort. Sur le fond, il a eu le mérite de lancer un débat intéressant et qui manifestement plonge jusqu'au gouvernement dans la panade totale. C'est-à-dire que et même les députés de la majorité ne savent plus quoi répondre. Donc je pense qu'il y a ce mérite-là de fond qui permet d'avoir un débat ce soir là-dessus. Sur la forme, je pense que voilà. Lola, quand tu as vu cette vidéo, comment est-ce que tu as réagi, toi? Je trouve que de l'avoir affiché comme ça, c'est un peu un manque de respect. Moi, j'aurais eu honte personnellement à la place de la femme. Après, je sais pas si on a le droit de porter le voile dans ces endroits-là. T'as pas écouté la chronique de Lola, alors. Non, on n'a pas le droit, logiquement. Alors, si. Alors, on n'a pas le droit. Alors, de toute façon, on aura Nicolas Cadenne de l'Observatoire de la laïcité qui va conclure le petit débat qu'on va avoir là-dessus. Lola, j'aimerais ton avis. Qu'est-ce que tu as ressenti? Je te demande pas, je suis pas en train de te demander si c'est bien ou que c'est pas bien. Je te demande ton ressenti quand tu as vu cette vidéo. Moi, ça m'a choqué. En fait, déjà, il humilie une femme, mais il humilie une mère devant son enfant, en fait, devant humilier quelqu'un devant son enfant il est même pas calé sur le sujet puisqu'il lui dit de l'enlever, que c'est interdit, alors qu'en fait pas du tout. Moi, je croyais que c'était interdit carrément. Là. Non, c'était pas. Au Conseil régional de Bourgogne, c'était pas interdit. Alors pourquoi personne ne l'engueule pas à lui? Parce qu'il y a eu beaucoup de ça des pannes d'ailleurs. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fin de la vidéo, même la présidente et son vice-président dit mais pourquoi on n'a pas agi avant, etc. C'est quand il se pose des questions sur est-ce que c'est légal ou pas. Même la présidente du conseil régional ne connaît pas le règlement de son. Enfin, c'est quand même dingue, quoi. Est-ce que on peut le voir de différentes manières? Est-ce que c'est la présidente qui connaît pas ce règlement, ou est-ce que c'est un problème qui se pose énormément aujourd'hui et qui se posait pas avant? Peut-être qu'avant les élus n'étaient pas confrontés, ou s'ils l'étaient, ça ne les dérangeait pas. Peut-être qu'il y avait des femmes voilées qui allaient visiter des hémicycles et on n'en faisait pas tout un fromage. Et aujourd'hui, est-ce que c'est la faute du débat? Est-ce que c'est la faute du voile? Ou est-ce que c'est la faute de cette dame de la présidente du conseil régional? Mais elle l'a admis elle-même qu'effectivement elle était un petit peu interloquée du fait qu'elle n'avait pas le règlement sous les yeux. Maintenant, ce qu'il faudrait dire, c'est que quand même on a une maman
qui porte le voile et qui accompagne son fils au conseil régional de la Bourgogne et de la Franche-Comté. C'est bon. Bordel. C'est quoi le prix pour la Bourgogne? Mais j'adore la Bourgogne. Mais moi j'achète des bouteilles de Romanée Conti quand tu veux. Si tu veux, y a pas de souci. Non mais à un moment donné. Là, il est pas en chronique. À un moment donné, ce que je veux dire, c'est que cette maman, elle a le droit. Si personne en plus à l'école ne lui a dit, Madame, vous ne devez pas porter le voile, eh bien voilà, elle a le droit. Elle est là. Oui, bien sûr. Elle avait tout à fait le droit d'être là et d'avoir son voile. Je pense que c'est là l'erreur de Julien. C'est pris lui alors. Mais c'est même pas une erreur. Mais Personne ne savait qu'elle avait le droit en fait. Garen, j'aimerais ta réponse, mais dans le micro, s'il te plaît. Tout le monde pensait qu'en fait, étant donné que c'était l'hémicycle du conseil régional et que c'était donc un lieu public, donc que c'était interdit. Même la présidente socialiste du conseil régional ne savait pas si c'était légal ou pas. Donc en fait, Julien Audoul a fauté, mais de bonne foi. C'est-à-dire, il pensait vraiment que c'était interdit. Mais de bonne foi. C'est-à-dire, il pensait que c'était interdit. Mais si c'était interdit, il aurait eu raison. Effectivement, ça n'était pas. Ça aurait été au Sénat. La même scène se serait passée au Sénat. Elle n'avait pas le droit de porter le voile. Et là, on lui aurait demandé soit de sortir, soit de retirer. Mais même si, admettons, il pensait qu'elle n'avait pas le droit, il y a des manières de faire là. Mademoiselle, moi je suis venue, on m'interpelle quand même parce que j'ai. Il ne parle pas. Doucement, pas tous ensemble. Mais non, à un moment il dit Madame. Il parle à la femme. Non, il parle à la présidente. À la présidente. Ah ouais, bon, j'aurais compris moi. Non, mais c'est pas grave. Il parle directement à la présidente, il s'adresse jamais à la femme, et puis la femme sort. Voilà, elle a donné des explications que je vous lirai jusqu'après. Vas-y, Guy. Et puis depuis tout à l'heure, on est en train de nous dire que les Arabes, ils restent dans leur banlieue, mais ils sont en Bourgogne aussi. Hein, alors ils y sont là. Alors merde. Est-ce que je pourrais juste donner une précision? En l'an 2000, sous la présidence du socialiste Laurent Fabius, il y avait un prêtre et une religieuse qui avaient dû respectivement retirer leur croix et leur voile pour s'asseoir dans l'hémicycle. Ça n'avait pas fait de scandale, personne n'avait crié oh mon Dieu, on oblige une bonne sœur à retirer à l'hémicycle du Sénat. Mais déjà, elle avait pas d'enfant avec elle. Ouais. Tu sais qu'on peut pas, on peut pas exclure l'enfant. Et voici les mots de cette jeune dame de 35 ans et qui s'appelle Fatima. Quand j'ai vu mon fils en train de craquer, je leur ai dit que je ne pourrais plus rester. Je tremblais de la tête aux pieds et je me sentais en train de tomber. Je ne voulais pas craquer devant les autres enfants, donc je suis sorti. Oui, mais l'erreur de Julien Audoul, de Monsieur Audoul, c'est d'avoir voulu utiliser du bon sens dans la dictature de l'émotion dans laquelle on est aujourd'hui. C'est la dictature de l'émotion. Il a dit d'une manière aussi. Qu'est-ce que tu voulais dire, Marc-Antoine? Elle a écrit ça. Dans quoi? Dans la J+. Ah, c'est la J+, c'était pas le CCIF parce qu'elle avait donné une interview au CCIF aussi. C'est l'interview du CCIF. Qu'est-ce que c'est que le CCIF? C'est le conseil des musulmans. Après, j'ai pas exactement les. Grosso modo, c'est un organe proche des frères musulmans. C'est un organe proche des frères musulmans avec lequel la France collaborait il y a encore pas très longtemps. Comment il s'appelle? Dalil Boubacar, qui était à l'Institut du monde arabe pendant je ne sais combien d'années, faisait partie de ce conseil. Il n'y a jamais eu aucun problème. Après, bon, les frères musulmans, c'est une autre discussion. Je sais qu'ils posent des problèmes aujourd'hui. Ça veut dire que là, elle rentre, pour moi, dans un combat politique. C'est-à-dire que la forme de Julien Audoul, tout le monde sur cette table, à cette table, dira que c'est désastreux et qu'il n'aurait jamais dû faire ça. Sur cette interview-là, c'est qu'elle, à mon avis, rentre dans le combat politique. On a pu aussi choquer une mère qui est partie donner ses déclarations peut-être à l'organe dont elle a le plus confiance. Tous les médias étaient prêts à lui ouvrir le... ça. Tout le monde attendait d'avoir une exclusivité. Mais elle a voulu aller au CCIF. Nabil, veut aller au CCIF, c'est j'aimerais ta réaction sur le sujet. Bon, déjà, c'est une agression lâche, puisque moi je suis persuadé que si c'était un homme qui était entré dans l'hémicycle avec un signe religieux, notre cher collègue n'aurait pas tenu ses propos. Ça, c'est la première des choses. La deuxième qu'on peut constater, c'est l'ignorance crasse de nos élus sur ces questions. Et la troisième remarque que je fais, c'est que Julien Audoul, il invoque la laïcité Non, pas à tort. Il le sait très bien. Vous dites, attendez. Il sait pas. Ok, non, il sait pas qu'elle peut pas il sait pas qu'elle a le droit de rester avec son voile dans la salle. Mais il sait qu'il ne peut pas invoquer la laïcité pour la faire sortir, puisque c'était une question de règlement intérieur. C'était pas une question de laïcité à ce moment-là. Donc ça, c'est la ligne de conduite qu'on remarque aujourd'hui du Front National, qui invoque systématiquement la notion de laïcité pour exister, puisque ce Audoul, personne ne le connaissait avant cet incident. Donc il a créé de toutes pièces, justement, pour qu'on puisse faire parler de lui. Moi je considère qu'il ne doit pas être très brillant s'il a trouvé que cette astuce pour attirer les lumières. Sur le CCIF, quelques mots. C'est le comité contre l'islamophobie en France. Est-ce que, deux remarques.
Est-ce que vous avez connaissance, par exemple, que l'un des membres de ce conseil ou que l'association a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale ? Non, je pense pas, non. J'en ai aucune idée, j'espère pas. J'espère pas parce qu'il travaille avec l'État jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc Il travaille toujours avec l'État. Alors, ma question est, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous réglemente en France ? La loi. Tant qu'on ne commet pas d'actes contraires à la loi, chacun a sa place dans sa société. Pourquoi est-ce que tu souris, Garen ? Question d'influence. Attendez 2 secondes. Elle est victime d'islamophobie et vous lui reprochez d'aller voir ça n'existe pas une organisation qui lutte contre l'islamophobie. Mais il fallait qu'elle aille voir le Front National, la pauvre dame ? Le Figaro. Ou Valeurs Actuelles ? Non mais soyons cohérents. Libération, Le Monde, l'Humanité, il y a assez de journaux de gauche, je pense. Ok, l'islamophobie n'existe pas, je vais même pas rentrer dans ce débat-là. Pas de souci. Si, on va en parler après. Alors, pas de souci. Désolé. Mais, alors, moi, je suis attaché à la définition des mots. Vous pouvez nous expliquer ce que sont les frères musulmans ? C'est quoi la doctrine ? Sur quel texte ils s'appuient ? Les fondateurs ? J'ai pas pris mes fiches Wikipédia. Moi, je veux pas. Nabil, sauf que je peux répondre quand même. Nabil, non, je ne veux pas. Non, je ne veux. S'il vous plaît, les gars, je vous promets. Là, on rentre dans des dogmes religieux, etc. Les frères musulmans, c'est voilà, ils sont clairement. Extrémistes. C'est des extrémistes, si tu veux. Mais en fait, si tu veux, c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui. Cette dame-là, à ce que je sache, on lui a pas trouvé de rattachement ni aux frères musulmans, ni à une autre organisation terroriste. Quand bien même elle était rattachée à des organisations ric-rac, rien ne justifie un tel comportement. Donc. Et là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Enfin, non mais alors ne venez pas nous dire le CCF et compagnie. Je veux te poser une question. Parce que j'ai commencé par dire que la forme utilisée par Julien Audoul pour lancer ce débat était désastreuse. Oui, il a dit. C'est ce que j'ai commencé à dire. Merci, maintenant, Lola. moi, je vais sur le fond du sujet et je vais parler justement de cette question du voile et cette question de l'accompagnatrice scolaire. Est-ce que il faut interdire ou non aux accompagnateurs scolaires de porter des signes ostensibles ou ostentatoire de religion. Voilà. C'est cette question-là à laquelle il faut répondre et c'est cette question-là qui met tout le gouvernement dans la merde. Moi, j'aimerais te poser une autre question. Mais pourquoi il prend la tête pour ça, en fait ? Attends, c'est si grave. Attends, Lola. J'aimerais te poser une question, Marc-Antoine. Est-ce que tout ça, tout ce remue médiatique, est-ce que c'était pas uniquement pour faire du buzz ? Est-ce que vraiment Julien Audoul, alors après moi je le connais pas, tu le connais peut-être mieux que moi, est-ce que c'est un mec aussi méchant que ça pour pouvoir faire des actions aussi dures, quoi, aussi basses ? Quoi méchant ? Parle bien dans le micro. Ça veut dire quoi méchant ? Il est méchant, il pensait à tort qu'on n'avait pas le droit d'être voilé dans l'hémicycle du conseil régional. Il a demandé à la présidente il a même pas demandé faites sortir cette femme, là ça aurait été méchant. Il a juste dit est-ce qu'elle peut retirer son voile s'il vous plaît ? Toi par exemple qui est conservateur et qui prône les valeurs françaises, en France on est courtois quand même. Ah, il s'est exprimé un peu. Moi j'aurais pété un plomb à la place de la femme, personnellement. La forme n'est pas bonne du tout, je suis tout à fait d'accord, la forme n'est pas bonne, surtout quand on sait qu'on vit dans une dictature de l'émotion où il n'y a que l'émotion qui compte. Un enfant qui pleure, oh là, c'est catastrophique. Il fallait absolument pas faire ça, parce qu'il y a son enfant qui a pleuré. Mais quand même. Bah oui, ça se fait pas, mais sauf qu'en fait lui il pensait faire respecter un point de la loi. Peut-être qu'il pensait ça, il aurait pu faire de cette manière. Différemment, voilà. Déjà d'entrée de jeu. Il a tort sur la forme et sur le fond. N'oubliez pas de rappeler qu'il a tort sur le fond. Oui, c'est vrai. Puisque vous vous attardez maintenant sur la forme, sur le fond. Je l'ai dit aussi. J'ai un petit sur truc le à dire, fond, moi. il a tort. Vas-y Lola, on t'écoute. J'ai envie de dire en fait, le savoir, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Ok, d'accord, super. On peut partir en pause, les amis. On fait une petite pause de 3 minutes et on revient juste après. Envoie la pause, Bilal, s'il te plaît, merci. Donc là, j'aimerais qu'on enchaîne directement avec une vidéo d'un ministre de l'État, Jean-Michel Blanquer. Est-ce que tu es prêt, Bilal, pour m'envoyer la vidéo de Jean-Michel Blanquer qui donne son avis justement sur le voile et les accompagnatrices scolaires ? Vas-y, Bilal. Encore une fois, il faut quand même distinguer les phénomènes, mais c'est vrai qu'on voit parfois des petits garçons qui refusent de tenir la main d'une petite fille. C'est évidemment pas acceptable dans l'école de la République, et donc normalement, la solution à ce problème est relativement simple et rapide, mais si elle débouche sur un problème plus grave, on le signale. Alors, moi, pardon, mais je voudrais qu'on soit très précis, c'est-à-dire quand vous dites c'est relativement simple et rapide, on a une maîtresse ou même des parents d'élèves qui voient qu'un petit garçon, par exemple, ne veut pas tenir la main d'une petite fille.
Qu'est-ce qu'on fait? On le signale à qui? Et Alors, quelles sont les solutions simples dont vous parlez? C'est-à-dire, bien sûr, une maîtresse qui se trouve dans cette situation. D'abord, elle a un document qui s'appelle le Vademecum de la laïcité, que nous avons édité il y a 1 an et demi maintenant, peu de temps après mon arrivée, pour donner les règles du jeu. Donc elle a tous les éléments par rapport à ce type de phénomène. Et nous l'actualisons sans arrêt pour tenir compte de ce qui nous remonte du terrain. Elle dit quoi? Elle parle à l'enfant? Elle parle aux parents? Évidemment, ça, dans leur professionnalisme, les maîtresses, les professeurs des écoles savent très bien que dans ce type de situation, d'abord on dit à l'élève de prendre le comportement adéquat. S'il y a un problème, en général, l'enfant, il n'y est pas pour grand-chose. C'est aussi ce qu'on lui dit chez lui. Après, on parle aux parents, bien sûr. Donc après, on peut parler aux parents. Et si on voit que c'est conflictuel ou que ça pose un problème, alors on a les équipes laïcité qui peuvent venir sur le terrain pour avoir ce dialogue avec les parents, dialoguer éventuellement dans un cadre plus large, de façon à aller à la racine des problèmes qui se posent. Mon but, notamment, c'est que les professeurs, les personnels en général d'ailleurs, ne se sentent pas seuls par rapport à ce type de phénomène, et puis aussi que l'école de la République joue son rôle éducatif, parce que parfois, c'est justement par le travail avec les enfants et le travail avec les parents que l'on arrive à remettre les choses un petit peu à l'heure. Ok, merci beaucoup Bilal. Il y avait un autre extrait, on en parlera juste après. Jean-Michel Blanquer, donc, qui donne ses techniques pour alerter les gens face à la radicalisation. J'aimerais ton avis, Aïk, qui est toujours en retard, donc qui va bientôt commencer l'émission à 21h30. Vas-y Aïk, on t'écoute. Non mais écoutez, par rapport à ce qui vient de dire Jean-Michel Blanquer, je pense que... Parle bien dans le micro, s'il te plaît. On arrive à un moment où c'est plus vraiment rationnel. Là, il n'y a plus du tout de rationalité. Enfin, commencer à dire qu'un enfant ne tient pas la main à une fille ou ceci, cela, je ne sais pas où est-ce qu'on va arriver, mais je pense que c'est le début de quelque chose de très grave. Et même pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la radicalisation, vous parlez bien de ça là, tout à l'heure, on nous a fait comprendre qu'il fallait commencer à dénoncer certaines personnes. Ben c'est ça. Je pense qu'on arrive en fait, la France va retrouver ces moments de délation qu'elle a pu connaître, et je pense que là c'est vraiment les propos de Jean-Michel ou Jean-Marie, je ne sais même plus, Blanquer. En fait, ils font suite au discours que Macron a tenu, la société de vigilance, où on est censé, entre guillemets, se surveiller pour éviter des attentats. Enfin, c'est le procédé qu'il a essayé de mettre en route, sauf que le problème, c'est qu'il n'a pas donné de règles. Donc chacun y va de son petit exemple. Cet exemple avec les enfants, je le trouve un petit peu incroyable. Guitou, vas-y, je t'en prie. Non mais il parle de vadémécum, de la laïcité. Rien que ça sort des noms de dentifrice maintenant, en fait, en vrai, pour justifier la laïcité. Non mais et les équipes laïcité, c'est quoi? C'est quoi une équipe laïcité? C'est 11 joueurs qui vont arriver face au gamin et qui vont lui dire ok, très bien, maintenant là, paf, tu portes pas le voile, ok, on va jouer en 4-4 de classe. C'est quoi ces équipes laïcité, en fait? Comment est-ce que tu as réagi, toi, Marc-Antoine, aux différentes techniques pour alerter contre la radicalisation de Blanquer? Je pense qu'ils sont au-dessous de tout, ils ne comprennent pas ce qui arrive, et de surcroît, je pense que Blanquer est très isolé, puisqu'on a vu le jour d'après Aurélien Taché, il y a eu Aurélien Taché et Sibeth Ndiaye qui ont dit exactement l'inverse, et ont condamné dans un sens les propos de Blanquer. Je pense qu'en fait ce gouvernement c'est bien qu'il y ait du débat à l'intérieur d'un gouvernement, c'est bien que des gens disent parfois pas la... et puis le lendemain, vous dites pas la même chose au Rassemblement National, vous parlez pas tous d'une voix, vous êtes pas tous d'accord. La preuve, Julien Audoul, il vient de dire un truc, tu dis le contraire. On est sur des lignes relativement identiques. Là, vous avez une idée, enfin, ils sont totalement opposés sur cette ligne. Enfin, on comprend même pas quelle est leur cohérence. Macron a même pas sifflé la fin d'un récré. Il avait pas encore parlé. Attends, ils sont encore en sortie scolaire là. Non mais et puis il a fait toujours sur le voile à 80. Il a fait une autre sortie, Jean-Michel Blanquer qui a fait appelle le Blanquette, ça ira plus vite. Qui a fait énormément réagir, où il disait que par exemple pour lui il préférait que même si la loi autorise les mamans d'accompagner les enfants avec un voile en portant des accompagnatrices voilées, il a dit qu'il ne préférait pas. Donc la loi l'autorise, mais son conseil c'est de ne pas le faire. Voilà, exactement. Ok.
il a le droit d'avoir son avis. Et après. Mais c'est quand même il est garant de la loi. Il est ministre de l'Éducation nationale. Il est pas garant de la loi. Il est pas maître des sceaux. Il est pas. D'accord, mais il fait partie de cette République. Il doit quand même respecter. Il a le droit d'avoir un avis quand même. C'est son avis. Son avis n'est pas illégal d'ailleurs. Il a le droit de lui préférer ne pas avoir de femme voilée, c'est tout. On parle d'éthique. Mais à un moment donné, on peut pas, en étant ministre, lancer un truc comme ça et après plus rien faire. Enfin, tu lances un pavé dans la mare. Maintenant, soit on va jusqu'au bout, on fait ou pas une loi et on lance un débat, soit il fallait rien dire à un moment donné. Et c'est des bouts de sparadrap sur un vrai problème, parce qu'il y a un vrai problème de radicalisation. Je pense qu'on est d'accord qu'il y a encore eu un attentat la semaine dernière. Il y a eu 4 policiers qui ont été tués à la préfecture de police. Il y a un problème de radicalisation. Mais vu que ce gouvernement ne veut pas ouvrir les yeux et faire les choses à fond, ils font des bouts de sparadrap. Oui, la petite fille qui tient, le petit garçon qui tient pas. C'est ridicule. Mais du coup, est-ce que ça fait avancer la cause? Bien sûr que non, c'est stupide. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Maître Boudy, j'aimerais votre avis là-dessus, s'il vous plaît. L'intervention de Jean-Michel Blanquer, donc ministre de l'Éducation, intervient aussi à la suite de l'incident. Il faut le rappeler, la dame a été victime. C'est post-incident. Donc au lieu d'appeler à l'apaisement, au lieu d'apporter du réconfort à toutes ces citoyennes françaises, il vient en rajouter une couche. Sur la radicalisation et ces espèces de signaux faibles, etc., l'État français, le gouvernement français et même les gouvernements successifs qui se sont succédés sur cette question sont totalement à côté de la plaque. Je travaille sur ces questions depuis des années. On est en train de foncer dans le mur. On s'y prend extrêmement mal. Sur la sortie de Blanquer, par contre, là je suis en désaccord avec vous. Il n'appartient pas à l'État d'apprécier la tenue, le port d'un vêtement. C'était pas l'État, c'était lui, c'était son avis personnel. Attendez, non, un ministre. Il était interviewé en tant que ministre. Attendez. Il a le droit d'avoir un avis. Attendez, il a le droit d'avoir un avis, il le garde pour lui. Non, mais ce qui est vrai. C'est un représentant. Mélangez pas tout avec. Alors arrêtez avec la liberté d'expression. On parle plus d'éthique. Je l'ai pas interdit de parler, moi, à Blanquer. Je suis en train de critiquer son propos. Donc je l'ai pas demandé de se taire. Je dis juste qu'un représentant de l'État n'a pas à se prononcer sur le port d'un vêtement. Dès lors que la loi et la loi lui autorise. C'est votre avis. Puisqu'il ne fait que accentuer la stigmatisation envers ces femmes, d'une part, et de deux, il les désigne en tant que cible, puisqu'on parle de radicalisation et on fait le parallèle finalement avec cette femme. Mais de cible de quoi? Après, Jean-Marie Blanquer, personne qui tue des Jean-Michel, pardon. Comment? Personne qui tue des En France, l'islamophobie, c'est 0 mort, 0 blessé. Le terrorisme islamique, c'est 256 morts, 1700 blessés en France. Je crois qu'à un moment, il faut revenir sur terre. Il y a 0 blessé, 0 blessé. Il y a personne. Il n'y a jamais un mec du Front National qui, dans les 20 dernières années, est allé tabasser une femme parce qu'elle était voilée. Ça n'existe pas. Pas forcément du Front National, mais on sait qu'il y a eu des problèmes par rapport à ça. On sait que le vrai problème, c'est le terrorisme islamique. Dans d'autres pays, l'attentat. Tu parles de l'attentat qui s'est passé récemment en France. Oui, mais l'attentat de Halle. Nabil, 2 secondes. L'attentat de Halle qui s'est passé en Allemagne, c'était un attentat. J'ai dit en France. D'accord, mais bon, ça existe. Oui, ça t'arrange de parler. Ça t'arrange de parler de l'Iran. Laisse-moi terminer. Ça t'arrange de parler de l'Iran. Quand tu parles de l'Arabie Saoudite plutôt. Oui, bon, c'est pareil. Tu prends des exemples internationaux quand ça t'arrange. Donc là, on peut te dire aussi que l'attentat de Halle, il a été fait contre des juifs, d'accord? Donc à la base, c'est un attentat contre des juifs. C'est juste pour un petit peu généraliser. C'est-à-dire qu'il y a des haines partout, des êtres humains haineux contre des religions, des couleurs de cheveux, plein de choses. Je pense pas que en disant que il y a pas eu, vu qu'il n'y a pas eu d'attentat contre, alors qu'il y a eu plein de mosquées qui ont été où il y a eu des problèmes. Une tranche de jambon dans la boîte aux lettres. Oui. Et ben je suis désolé. Si tu veux tuer, il s'est fait égorger. Quand il y a un problème, on essaye de le tuer dans l'œuf. Mais oui, mais d'accord. Mais c'était pas une tranche de jambon dans la boîte aux lettres de la mosquée. On est d'accord. Il y a des niveaux de gravité. Là justement, alors Bilal, alors tu sais quoi, on va passer directement à ce sujet justement parce que c'est le sujet le plus intéressant pour moi. Est-ce que tu peux envoyer l'extrait de Yves Tréhard et on va parler d'amalgame et de religion juste après. Vas-y Bilal. Aujourd'hui, nous devons reposer le principe de laïcité dans la République. Enlève Yves Tréhard s'il te plaît, Eric Ciotti, on s'en fiche.
les pauvres. Si tu l'as pas, dis-moi, hein, je le dis à l'écrit. C'est le dernier extrait, il te l'a pas passé. Alors donc, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une sortie qu'il a fait sur LCI aussi. Donc LCI sont aux premières loges de ce qui se passe en ce moment. Figaro. Donc clairement, concrètement, ce qu'il a dit, c'est que il avait peur des musulmans. Donc, dans un premier temps, il était islamophobe et il avait le droit de critiquer cette religion et de ne pas l'aimer, selon lui. Ensuite, on va revenir avec Maître Boudi sur ce qu'il a dit. Et il a dit que plusieurs fois, il lui était arrivé plusieurs fois de monter dans des bus ou des trains et il a vu des femmes voilées, donc des femmes voilées. Et puis même là, l'animateur lui pose la question juste des voiles. Il dit oui, un voile avec voilà toute la tenue qui va avec. Et ben moi, il a dit qu'il était descendu du bus ou qu'il avait fait demi-tour. Donc le mec arrive toujours à l'heure à ses rendez-vous du coup. On est sur rédacteur adjoint, le directeur adjoint du Figaro. On n'est pas sur n'importe qui. Très courageux, justement. C'est une personne très courageuse, tu trouves? C'est l'ironie, je pense. Oui. Parce que le Figaro, enfin, c'est un magazine que je pense le Figaro, vu le nombre d'articles qu'on s'est pris du Figaro, non, c'est pas. Ah non, pas du tout. Ok, d'accord. Sinon, il faut inviter un LR républicain ou un Sarkozy, là, je pense. D'accord. Donc, enfin, on a l'impression que tout le monde y va de sa petite phrase. C'est à la sortie qui va faire le plus de buzz. Mais il y a une question de fond que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous pensez que ces sorties-là, on pourrait les faire sur les chrétiens ou sur les juifs? L'article des Arocs était très clair. Hein. Il a dit s'il avait dit la même chose sur les juifs, il aurait perdu son travail le lendemain. Est-ce que Garenne, est-ce que tu penses que demain on pourrait avoir le même discours sur les juifs sans que ça fasse de polémique? Moi, je pense qu'on devrait avoir le droit de l'avoir. Parce que je pense qu'on a le droit de dire tout et n'importe quoi, c'est le principe de la liberté d'expression. Après, je trouve que ce qu'a dit Yves Frère était complètement stupide, je suis désolé. S'il descend du bus parce qu'il va à une femme voilée, c'est qu'il a vraiment un problème. Et là, c'est plutôt avec un médecin qu'il faut voir le problème. C'est pas. Moi, je descends pas du bus quand je vois une femme voilée, c'est complètement débile. Et oui, sur les juifs. Attends, tu lui demandes ses papiers à la femme. Je suis pas policier, donc non. Et non, mais il faudrait avoir le droit de pouvoir blaguer sur tout le monde. Moi, je me rappelle en 2015, je suis Charlie, on doit pouvoir se moquer des juifs, des chrétiens et des musulmans sans aucun. Donc pour toi, il n'y aurait pas de problème. Mais tu sais qu'il y aurait des problèmes. Aujourd'hui, vu la conjoncture actuelle, il faut rappeler quand même que la France est un pays avec des racines chrétiennes. Et malgré toutes les affaires qu'il peut y avoir autour de cette communauté, les chrétiens, je pense qu'ils ont des représentants qui ont encore assez de pouvoir en France pour pouvoir éviter de cracher sur la communauté. Et je veux dire idem pour la communauté juive qui ont des représentants qui ont assez de pouvoir pour contrôler un peu ce qu'ils disent sur je pense que la communauté chrétienne c'est celle qui se fait le plus cracher à la gueule toute la journée. Ah bon? Ah ouais, vraiment. Ah bah oui. Les fils toute la journée. Mais attends, mais c'est un fait. Il y a autant de prêtres pédophiles que d'animateurs sportifs pédophiles que de profs pédophiles. Des pédophiles, il y en a dans tous les endroits où il y a un contact avec l'enfant, tout simplement. On ne devient pas prêtre parce qu'on est pédophile. Ouais. Les animateurs sportifs, il y a autant de pédophiles que chez les prêtres. Sauf que les prêtres tapent sur les chrétiens, c'est open bar en France. Mais vous plaisantez. Vous avez déjà vu un procès pour christianophobie en France? En tout cas, c'est peut-être open bar, mais c'est pas à la mode parce que. Bah oui, ça sert plus à rien. Ça revient à mettre une claque à sa grand-mère. C'est pas drôle. Alors j'aimerais juste te poser une question. Est-ce que tu penses, est-ce que tu es d'accord avec le fait que taper sur les musulmans, en tout cas, c'est beaucoup plus à la mode que de taper sur une autre religion? Ah, bien évidemment. À la mode, mais c'est quoi la mode? En fait, ça veut dire quoi à la mode? À la mode ou en tout cas ça fait plus réagir, voilà. Parce que c'est le sujet qu'on voit le plus. Mais parce que c'est le sujet. C'est le sujet. Parce que c'est le sujet. C'est parce que aujourd'hui en France, il y a des problèmes. Qu'est-ce que l'objectif d'un journaliste ou d'un patron de rédaction, c'est de vendre son truc. D'accord, jusqu'à là. Donc, il va taper sur les sujets d'actualité et donc sur ceux qui sont plus sensibles. Tu viens de me répondre à la question que je t'avais posée tout à l'heure sur Julien Audoul. Est-ce que c'était du buzz ou pas? Là, en répondant, tu viens de nous expliquer que c'était du buzz. Parce que en gros, ce qu'il a fait, c'est ça. C'était lui aussi. Il n'était personne. Aujourd'hui, il a invité partout. Après, voilà, mais on est d'accord que donc toutes ces sorties un petit peu trash, un peu extrêmes, c'est uniquement pour attirer l'œil des médias, quoi. Non, mais là, je te parlais de la stratégie. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ou même de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, leur caricature, c'est ça qui les fait connaître et c'est leur marché. Et il faut se battre pour cette liberté d'expression et que tout le monde en prenne pour son grade. Ils sont pas drôles. Bilal, allez, envoie l'extrait d'Éric Ciotti. Ça, c'est ton avis. S'il te plaît, le dernier extrait et ensuite. On rentre vraiment dans... Vas-y Bilal, vas-y. Aujourd'hui, nous devons reposer le principe de laïcité dans la République, partout. Moi, j'entends ce que dit Emmanuel Macron. J'ai approuvé son discours, mais je lui dis...
Pourquoi, sur un exemple particulier, le port de signes religieux dans les sorties scolaires, son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, voulait interdire ce port des signes religieux qui est contraire... Des mamans qui accompagnent... c'est le port de signes religieux. Oui, c'est un foulard. C'est ça. Bon. Parce que dans l'école de la République... Rien à voir avec le terrorisme quand même. Pardon, Éric Ciotti, ici. Si, parce que ce sont des C'est-à-dire signes... que le port d'un foulard lors d'une sortie scolaire, ça a à voir avec le terrorisme de monsieur Michael Harpon. On va prendre quelques secondes. Oui, ça exprime la montée du communautarisme. Oui. Ça exprime le fait que des règles religieuses sont supérieures aux lois de la République. Donc je pense aujourd'hui qu'on doit reconquérir partout cette situation. Elle ne se passait pas il y a quelques années. Bon. Ça veut dire que derrière tout ça, il y a des pressions, il y a des associations qui poussent, il y a des collectifs qui veulent défier la République souvent. Donc il ne faut pas laisser passer ça. Femme voilée est une terroriste en puissance, il ne faut pas laisser passer ça. Vous pas me dire parce ça. Que c'est des... Mais il peut y en avoir. Une femme voilée est une terroriste en puissance. Globalement, le communautarisme qui s'exprime par des revendications, qu'elles soient territoriales, qu'elles soient vestimentaires pour imposer ces règles, c'est un défi à la République. Si on n'est pas courageux sur tout cela, si on ne dit pas la laïcité s'impose dans nos services publics et notamment à l'école, eh bien on perdra du terrain sur le reste. Merci beaucoup Bilal. Donc voilà, bon, il y a eu un petit problème au niveau de la vidéo d'avant, mais on a fait quand même le petit débat. Là, j'aimerais vraiment revenir sur cet amalgame qui est fait tout le temps. Donc là, c'est vraiment, je vais redire, c'est la mode. Éric Ciotti, Morano, tout le monde arrive à trouver un lien entre le terrorisme et cette dame qui était dans l'hémicycle. Pour eux, il y a un rapport entre ce qui a pu se passer là, récemment à la préfecture de police et puis Garenne tout à l'heure aussi quand je lui ai posé la question, très vite il est monté sur ses grands chevaux pour nous dire oui mais il y a quand même beaucoup de morts, le terrorisme fait des morts. Donc j'aimerais connaître le fond de ta pensée par rapport à ça. Est-ce que tu penses que oui, il y a un lien entre le voile aujourd'hui, tel qu'il est autorisé en France, et le terrorisme qu'on connaît aussi malheureusement? Le voile, on le porte pour quelle raison? Parce qu'on est musulman? Oui ou non? Il y a des. C'est pas parce qu'on trouve ça joli en général. Il y a des femmes chrétiennes. Il y a des femmes chrétiennes qui portent le voile. Tu le sais très bien. Il y a des femmes juives aussi. Et des juives. Les femmes juives même, elles doivent cacher leurs cheveux aussi. Oui, on est d'accord. Oui. Et moi je dis pas le voile c'est le terrorisme. Je dis que le terrorisme qu'on a en France, on a un type de terrorisme particulier. C'est le terrorisme islamique. On est d'accord. C'est pas le terrorisme breton. C'est pas le terrorisme corse aujourd'hui le problème. C'est le terrorisme. Les Corses. Ouais, les Corses, ils font pas péter grand chose ces derniers temps. Et tuent pas beaucoup de gens ces derniers temps. J'étais en vacances cet été, c'était très sympa. Oui, mais raconte-nous pas ta vie non plus. Salut, chance de revenir en vie. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, le terrorisme est islamique. Le voile, c'est un rapport avec l'islam, c'est un rapport avec l'islamisme, qu'on le veuille ou pas. C'est le même texte, après, qui n'est pas les mêmes interprétations. Ah oui, le Coran, c'est le même bouquin pour les islamiques et pour les islamistes. Alors, les gars, c'est le même. Oui. Après, ils ont des interprétations différentes, mais c'est le même Coran, c'est exactement le même. D'accord, ok. Extrémistes. Mais c'est ça, ils font pas. Je dis que c'est Je suis désolée, mais il y a des extrémistes dans tout, comme ceux qui sont contre l'avortement, les catholiques aux États-Unis qui tuent. Gens, justement. Oui, justement, oui. Et tu qui tuent les médecins. Tu parles de PMA. Quoi Mais renseigne-toi. Je suis pas au courant j'aimerais qu'on reste, s'il vous plaît, sur ce sujet. Merci beaucoup Lola. Voile, c'est pas le terrorisme. Brûler le cinéma. D'accord. Non mais termine Garenne, s'il te plaît. Non, je dis juste que il y a un problème avec le terrorisme islamique aujourd'hui. Et bien sûr que non, porter le voile ne fait pas de soi un terroriste, loin de là. Je suis sûr qu'il y a des millions de gens en France qui portent, des centaines de milliers de personnes qui portent le voile en France qui n'ont absolument aucune idée terroriste. Mais ça revient à nier le rapport entre l'islam et l'islamisme. Tu es pour ou contre le port du voile tel qu'il est autorisé par la loi en ce moment? Oui, il est autorisé, j'ai rien à dire. Mais si tu pouvais changer la loi aussi, est-ce que tu fais partie de ces partisans qui aimeraient qu'on remette cette loi en... Parce qu'en fait le problème est endémique, il y a un problème de radicalisation, de communautarisme. Le voile en fait c'est juste l'iceberg, c'est la tête de l'iceberg, on voit que le voile, mais il y a tellement de problèmes en tout, de communautarisme. C'est le fonds de commerce des politiciens quoi en ce moment. Et non mais c'est aussi le fonds de commerce des communautaristes, des gens qui au contraire vont dire ah oui regardez vous les musulmans vous êtes stigmatisés, vivez encore plus ensemble, mettez-vous encore plus ensemble. Ils créent du communautarisme, on est en train de partir d'une société communautariste. Maître Boudi sur cette sortie de Monsieur Ciotti, alors déjà la question que j'aimerais vous te poser c'est est-ce qu'il est poursuivable pour ce genre de paroles?
Moi, j'aime pas trop faire les procès justement sur la liberté d'expression. J'y suis trop attaché. Peu importe les propos qu'il tient. C'est pas le débat ici. Le débat ici, pour moi, est-ce que nous avons des responsables politiques qui sont à la hauteur des enjeux? La réponse est non. Actuellement, non. Ça, c'est le premier point. Toute affiliation politique entendue. C'est-à-dire, je ne considère pas que le Rassemblement national est à la hauteur. Tous les partis politiques confondus passent à côté de l'essentiel. Ça, c'est le premier point. Le second, j'ai des dossiers terreaux. Ils sont très costauds. Les recruteurs se nourrissent des propos de M. Ciotti. C'est exactement la question que j'allais poser ensuite. Ils se nourrissent de ces propos. Ça, c'est la deuxième observation que j'avais à faire. La troisième, concernant maintenant l'espèce de proximité qu'il pourrait y avoir entre pratique de sa foi, qui est une liberté constitutionnelle, tout à fait, ce qui signifie qu'elle fait l'objet d'une protection législative supérieure aux autres, donc elle est beaucoup plus importante que les autres, la liberté religieuse, à laquelle je suis attaché. Donc on fait une espèce de raccourci. Est-ce qu'il y a un rapport entre religiosité, pratique, visible, et le terrorisme? Je vais vous citer une étude pour répondre à cette question-là, et vous en ferez ce que vous voulez. Depuis 2012, donc depuis le premier attentat à Mohamed Merah, il y a eu une cinquantaine de personnes françaises qui se sont fait juger sur le territoire pour des faits de terrorisme islamiste en France. Je ne parle pas de ceux qui sont partis, etc., c'est un autre débat. L'étude est très claire. 80% de ceux qui sont passés à l'acte, de ceux qui ont commis des infractions relatives à la violence sur les personnes, etc., n'avaient absolument aucune connaissance religieuse. On peut être communiste sans avoir lu Marx. Attendez, vous permettez que j'aille au fond de mon propos? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que finalement, peut-être, si on réfléchit avec un raisonnement contraire, que plus de connaissances religieuses va peut-être vous éloigner de la commission des infractions. Donc je dis que le fait religieux doit être enseigné, doit être transmis. Ça, c'est une mesure forte pour lutter contre la radicalisation. C'est pas, oui, il a serré la main, il a pas serré la main. J'ai une autre question à vous poser à tous, et puis on finira là-dessus. Qu'est-ce qui est gênant dans ce voile? Parce que comme on a posé la question, par exemple, c'est le tissu de mauvaise qualité, à mon avis. C'est pour ça. Alors, laissez-moi terminer. J'ai même pas encore posé. Vous êtes forts, les gars, les génies. Qu'est-ce qui est gênant dans le port de ce voile? Chacun aura le temps de répondre. Parce qu'on a posé la question à Nicolas Cadel, il nous a dit que l'État, par exemple, ne faisait pas la différence entre un bonnet. Donc la séparation entre l'Église et l'État dit que voilà, on ne peut pas savoir si Haïk porte ce chapeau pour une raison de style ou si c'est une pratique hipster. J'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qui pose problème par rapport au voile, concrètement? On ne parle pas du niqab, d'autre chose, je parle uniquement de ce voile, et le même voile que portait cette dame dans cet hémicycle. J'aimerais ta réponse, Marc-Antoine, s'il te plaît. Bon, il y a deux choses, pour revenir juste sur le débat d'avant. Je pense que les musulmans aujourd'hui en France manquent, et même pas forcément qu'en France, manquent d'une autorité qui fait foi. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des attentats, chaque fois qu'on a des événements qui concernent la communauté musulmane, on va avoir un imam, je pense à l'imam de Drancy souvent, qui se met en avant et qui dit quelque chose. On n'a pas une autorité suprême qui arrive et qui dit, voilà, comme on peut avoir du côté des cathos avec le pape, etc., qui dit, voilà la doctrine. Et je pense que c'est là le problème, c'est que... Après, c'est la religion musulmane qui est faite comme ça. C'est que nos radicaux... il n'y a pas de clergé, quoi, en islam. Les extrémistes, en fait, vont utiliser un mot, peut-être imprécis, pour dériver, etc., et aller plus loin. Donc, je pense que c'est ce problème-là, et je pense que Sarkozy avait essayé, mais c'était un échec cuisant, et je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut aller chercher. Maintenant, sur la question du voile, en quoi il est dérangeant. Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix l'interdire de tous ces hémicycles? Pourquoi est-ce qu'on peut le mettre dans la rue, on peut pas le mettre à l'école, on peut pas le mettre... En fait, c'est une expression religieuse, voilà, je mets un voile, c'est que je suis musulman. Mettre des cagoules, par exemple. Mais c'est pas pareil, c'est une religion. C'est pas une religion, donc voilà. C'est pas du tout une religion, croyez-moi, quand tu mets des cagoules. Tu es musulman, voilà. Maintenant, la question, pourquoi ça pose problème? C'est parce que les gens n'y sont pas habitués, parce que ça choque de voir ça, parce que
en France, on n'a jamais eu depuis longtemps cette habitude d'exprimer sa religion dans un organe public. Et voilà, il est là le problème. Est-ce que, et toute religion confondue, est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on le refuse? Lola, ton avis rapidement. Je trouve par rapport au voile, ils partent totalement sur un amalgame. Le voile, c'est juste... Par exemple, Lola, elle va mettre le voile parce que. Mais qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui aux gens au point de ne plus vouloir le voir nulle part, quoi? C'est la course à l'exclusion du voile. Habitués médiatiquement, tout simplement. C'est-à-dire qu'on les conditionne à avoir peur et même sans réfléchir, ils vont se dire bon bah j'aurais peur du voile. Et puis en plus de ça, ça leur fait rappeler des heures sombres que la France ou le monde a pu connaître. Et donc du coup, bêtement, ils vont se dire bon bah je vais pas le. Nabil, est-ce que tu as une réponse à cette question à me donner? Sur le port du voile. Qu'est-ce qui effraie les gens? Alors, on a eu un élément de réponse, on n'a pas l'habitude. Bon, si maintenant on doit légiférer sur tous les éléments avec lesquels on n'est pas habitué, on va légiférer tous les jours, parce qu'il va y avoir tous les jours des nouvelles modes. Dans cette société moderne en plus, qui fait qu'évoluer. Ça, c'est la première observation. Mais là où on n'est pas malin, et là où j'en veux à beaucoup, c'est que si on donne cette possibilité à l'État de restreindre nos libertés, qu'est-ce qui va se passer demain? Supposons, je donne un exemple. Il y a une fatwa qui est émise par le comité des savants en Arabie Saoudite. Les musulmans n'ont plus le droit de porter la cravate rouge. On légifère ou pas? Ça deviendra un signe religieux. Ça deviendra un signe religieux comme le voile. C'est le cas aujourd'hui. Par contre, si demain on voit que tous les mecs qui partent une cravate rouge commencent à faire péter des bâtiments, parce que les femmes voilées le font, c'est vrai, vous avez raison. Non. Vous voyez le lien entre l'amalgame entre islam et terrorisme? Il est très rapide. Il est très rapide dans le débat. Il m'a bien dit l'Arabie Saoudite, il m'a pas dit si la Belgique. Attendez, je vais terminer sur le voile. Sur le voile. La Belgique fait des fatwas. Oui, en plus c'est un peu inquiétant. Sur le voile, donc c'est l'expression d'une liberté qu'on veut restreindre. Demain, on va s'attaquer aux libertés philosophiques. Pourquoi une femme, on lui ôte sa capacité, sa possibilité de porter un voile qui est uniquement l'expression d'une liberté? Laissez-moi terminer. Demain, on va vous dire vos convictions philosophiques me dérangent. Je ne suis pas habitué avec vos convictions. On va légiférer derrière. Il faut faire attention à ce qu'on ouvre. Vous avez une vision à court terme. C'est le débat. Il faut légiférer. Il faut occuper le terrain. Les femmes voilées en France, elles sont là depuis une 50aine d'années. Elles n'ont jamais posé de problème à personne. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on les amalgame avec les attentats. Mais il y a quelques années, on ne demandait pas leur interdiction. Moi je demande pas l'interdiction. Et donc ce qui signifie quoi? Comment? Alors laissez-moi finir, je finis juste sur ce point. À l'école, pas dans l'espace public, je finis juste sur ce point. Oui d'accord, à l'école. Je finis juste sur ce point. L'école est un espace public. Et on finira là-dessus, Nabil. Le raccourci donc, qu'on est en train de faire, il risque de s'accentuer et demain c'est vos libertés à vous qu'on va venir restreindre. Et là qu'est-ce que vous direz? Mais là, on l'a déjà avec la loi Perben, Taubira, Guesso. Aujourd'hui, la loi la citation. Aujourd'hui, il y a plein de propos. On va pas. On n'a pas le temps pour relancer un débat, même si ça aurait été très intéressant. Garen, merci beaucoup. Nabil, je te laisse terminer juste ta phrase. Je crois que sinon, si elle était terminée, ça m'arrange. Je te dis la vérité. Elle était terminée toutes les fois où l'État est menacé, où un défi lui est soumis. L'État doit sortir grandi, il ne doit pas se rabaisser. On a des institutions, on a des fondements sur lesquels il faut sans cesse s'appuyer. Jamais les modifier, surtout en période de crise. Est-ce que tu vas ajouter une petite chose, Marc-Antoine? Non, simplement que ces signes religieux, pour moi, n'ont pas leur place dans tout ce qui est institution publique, tout ce qui est école, lycée, université. Ce sont des lieux sacrés où en fait on doit pouvoir apprendre, échanger sans aucune barrière religieuse, sans aucune barrière idéologique, et c'est là qu'on grandira notre nation. Et ensuite tous ces problèmes communautaires, ils ne sont pas liés uniquement à cette question du voile. C'est toute une politique générale à rechanger, c'est une politique même urbanistique, c'est-à-dire que comment voulez-vous intégrer des gens qui vivent dans des barres d'immeubles qui sont obsolètes et qui menacent... Ça y est, là c'est le discours du Rassemblement National, on l'a compris, on t'a vu venir, bon c'est pas grave. Très sympa Marc-Antoine. Non mais c'est pas grave, mais c'est bien, en plus vous étiez en désaccord tous les deux, putain on aurait dû rallonger. Un dernier mot Nabil et on s'en va. Un dernier mot, c'est que c'est un mot qui aurait dû ressortir assez souvent à mon avis, on l'a pas utilisé et je trouve ça assez regrettable, la question de la tolérance. Est-ce que je suis tolérant, oui ou non? Est-ce que si quelque chose me dérange, je l'accepte ou pas?
Deuxième question, est-ce que tout ce qui nous dérange doit être interdit? C'est ça la question que vous posez. Oui, mais les signes religieux... Ou des choses dont on n'est pas habitué. Est-ce qu'on interdit tout ce qui nous dérange? Merci Nabil, merci beaucoup, c'est une très bonne question. Voilà, posez-vous la question de la tolérance. C'est sûr qu'avec un peu plus de tolérance, je pense qu'on se... Moi je ne tolère pas les gens qui puent. qu'on s'entendrait un petit peu mieux dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup, j'ai adoré le haussement de sourcil de Marc-Antoine sur la réflexion de Lola. Garen, merci beaucoup. Aïk, pareil, même si t'étais grave en retard. Marc-Antoine, merci pour avoir accepté l'invitation. Guitou, super. Lola, Maître Nabil Boudji, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine, on parlera du futur avec les frères Bogdanov, normalement, si tout se passe bien. Les amis, on se voit la semaine prochaine, n'oubliez pas, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Allez, à bientôt, ciao. Salade Tomate Oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahmane.